Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Bonjour Sophie. Bonjour Julien. Donc cette nouvelle série de vidéos, ce sera sur les jeux vidéo qui contiennent des éléments paléontologiques, pas forcément que des dinosaures, même si évidemment on va commencer avec les dinosaures parce que... what else? Donc on va commencer avec les dinosaures de Jurassic World Evolution 2, ou Jurassic World Evolution 2. Bien franchouillard. Dominion. Attention. Un jeu qui est sorti il y a quelques années déjà, il y a 2-3 ans si je ne m'abuse, et qui est un jeu de gestion de parc. Enfin, c'est après que les dinosaures se soient évadés du coup, mais il faut reconstruire des parcs avec les dinosaures dedans. Il faut capturer les dinosaures et reconstruire des parcs à dinosaures avec les dinosaures qu'on a capturés, en gros, si j'ai bien compris. Oui, c'est à peu près ça. Et comme vous venez de l'entendre, je suis nul en jeu vidéo. Et de toute façon, j'ai jamais prétendu le contraire. Donc c'est pour ça que Sophie est là. Puis aussi, comme c'est à propos des parcs animaliers, elle est très calée puisque elle travaille beaucoup avec les parcs animaliers pour aider les parcs animaliers à être notamment un peu mieux au niveau de la qualité de vie des animaux. Voilà. Exactement. Donc elle essaye d'améliorer les conditions de vie des animaux en parc animalier. Donc ça ça va être notre expert en parc animalier, ce qui tombe bien puisque c'est un jeu à propos des parcs animaliers. Disons, c'est bien fait. Ah, c'est quand même vachement pratique. On croirait presque que c'est une coïncidence, un complot. Donc et d'ailleurs, comme on a décidé d'en faire une série de vidéos et qu'on est en tout début de vidéo, je vous demande immédiatement, hop, tapez dans les commentaires quel jeu vous voulez qu'on couvre, de quel jeu vous voulez qu'on parle. Et aussi, tant qu'on est en début de vidéo et que tout le monde nous regarde, Sophie, tu as une annonce à faire. Oui, on va enfin commencer les lives sur la chaîne Twitch. Donc si vous connaissez pas la chaîne, c'est Le Plumeux. En description. Voilà, on vous la mettra en description. Et donc le premier live sera fait en partenariat avec le musée de l'Odève et ce sera le 10 janvier, début d'après-midi. Donc je vous communiquerai l'heure précise parce qu'on sait pas encore exactement à quelle heure ça va commencer. Donc regardez la page Facebook, regardez le Twitter et puis on vous donnera toute la date et l'heure précise pour savoir quand se connecter sur Twitch. Voilà. Voilà, donc tous les Twitter, tous les Instagram, tout ça, c'est en description. Donc allez voir les liens. Et puis évidemment le lien vers la chaîne Twitch. Donc voilà. Ça y est, on commence enfin les lives avec notre partenaire, le musée de l'Odève, en premier. Alors, sans plus d'introduction, commençons. Allez. Donc on a jeté notre dévolu sur une vidéo qui présente les dinosaures en fait, hein, ou en tout cas les meilleurs dinosaures de Jurassic World Evolution, qui vient d'une chaîne qui s'appelle Best in Slots. Donc voilà, on va utiliser cette vidéo-là comme support à notre petite expérience. Voilà, donc ce ranking, il est pas du tout, c'est pas du tout le nôtre, hein, en fait. C'est juste, c'est généralement ce que les gens pensent du jeu, donc après tout, pourquoi pas, hein, on va se baser là-dessus. C'est ça. Bon, c'est tout en anglais, mais c'est nous qui allons commenter, hein, donc... Ce qu'il raconte en anglais, au final, c'est pas très intéressant, on est surtout là pour voir le parc en lui-même, et puis les dinosaures, et puis ce qui s'y passe. C'est ça. Après, voir la qualité un peu de ces dinosaures. Voilà. Du coup, c'est bien, ça va faire défiler de mode avec les portes qui s'ouvrent et... Attention! Les fameux dilophosaures. Les dilophosaures et leurs crêtes. Évidemment, ils nous ont... Évidemment. Donc, je sais pas s'ils sont partis sur un trip mâle et femelle pour le jeu. Mais du coup, là, on voit que tous les dilophosaures ont une crête. Donc déjà là, c'est intéressant. Tous les dilophosaures qui nous présentent ont cette collerette, en fait. Autour du cou, ils ont tous une crête sur le museau. Donc s'il y a des mâles et des femelles dans le lot, en gros ils sont pas partis sur un dimorphisme sexuel, ce à quoi on aurait pu s'attendre étant donné que généralement ce genre de truc en trop sur la tête, ça va être généralement interprété comme étant du dimorphisme sexuel, quoi, pour la parade sexuelle, et généralement évidemment chez les archosaures, en tout cas c'est les mâles qui vont être en charge de la parade sexuelle. Quand je dis les archosaures, je dis les oiseaux évidemment. Oui, j'avais compris. Alors c'est pas tous les oiseaux qui sont forcément chez lesquels c'est les mâles les plus gros, les plus ornementés ou quoi. Il y a certains oiseaux, par contre, c'est l'inverse. Donc vous trompez pas non plus, c'est pas une généralité non plus. Hein. D'accord. Et donc ils ont conservé le design Jurassic Park, donc les bras sont pas orientés comme il faut, les paumes devraient être tournées vers l'intérieur, là elles sont tournées vers le bas. Ils ont conservé donc le design de la collerette. Alors, je rappelle, le coup de la collerette, évidemment, chez Dilophosaurus, on n'en sait rien. Donc, généralement, quand on n'en sait rien, et c'est quelque chose ça va être un thème assez général quand on
prend des décisions sur à quoi les dinosaures vont ressembler une fois qu'on rajoute la viande dessus. C'est qu'il faut décider de quelle couleur est la peau, il faut décider de ce qu'on rajoute comme apparat autour. Et donc il va y avoir généralement un conflit entre paléontologues et artistes, qui est que les artistes veulent rajouter des choses pour que leurs dinosaures soient plus beaux, soient plus esthétiques. Oui. Là, en plus, il va y avoir des mécaniques de gameplay qui vont rentrer en jeu dans un jeu en vidéo. Donc tout ça, ça va poser des contraintes. Et à côté de ça, vous avez les paléontologues pour qui un dinosaure, c'est surtout un squelette. Et des dents. Et tout ce que vous rajoutez par-dessus, c'est de l'hypothèse. Donc les muscles, c'est de l'hypothèse. Alors de l'hypothèse généralement bien soutenue parce qu'on a les attaches musculaires sur les os. Il y a les insertions, il y a tout ça. Mais après, la peau, c'est de l'hypothèse. Alors évidemment, faire l'hypothèse qu'il n'y avait pas de peau, c'est une mauvaise hypothèse. Hein, mais un dinosaure squelette comme ça qui se balade direct. Non, mais on fait de l'épistémologie de base. Mais la peau, c'est l'hypothèse. La couleur de la peau, c'est l'hypothèse. La texture de la peau, c'est de l'hypothèse. Alors l'hypothèse, encore une fois, plus ou moins bien soutenue si on a des impressions de peau fossilisées ou non. Ce n'est pas le cas pour Dilophosaurus. Ceci dit, on a des impressions du pied pour Dilophosauripus, qui est l'empreinte de pied d'un dilophosaure. On voit les écailles dessus, j'imagine. On voit les écailles, mais bon, une empreinte de pied d'oiseau, on verrait des écailles, et ce serait pas raisonnable. S'il y a des plumes. Exactement. Voilà, donc une empreinte de pied d'oiseau, on verrait les écailles, mais ça veut pas dire que le reste du corps est recouvert forcément d'écailles. Donc là, ils ont opté pour une peau 100% écailleuse, ce qui est relativement cohérent avec le fait que Dilophosaure, c'est un des tout premiers dinosaures des plus basaux au niveau phylogénétique, donc on lui donne une allure plus reptilienne, et puis comme je dis, c'est cohérent avec le design. Si tu mets une collerette, en fait, sachant que de nos jours, ce sont des lézards qu'on va retrouver à collerette comme ça, tu te dis, oui, effectivement, tu vas mettre des écailles sur les dinosaures. Pour nous, ça semble plus logique, ça veut pas dire que c'était forcément comme ça, mais pour nous, visuellement, c'est logique. Oui. Voilà. Après, cette collerette, elle est pas forcément logique avec le fait qu'il y a déjà une crête sur le museau, en fait. Il a déjà une structure d'apparat sur le nez, pourquoi en avoir une en plus autour du cou? Mais bon, c'est... Oui, mais tu peux en avoir plusieurs, hein, ça dérange pas trop. Oui, c'est le fun. Après, un autre truc avec Dilophosaurus, c'est qu'ils sont trop petits, les dilophosaures de Jurassic Park. Ah oui, ils devraient être plus grands? Oui, c'est beaucoup plus grand que ça, normalement, un dilophosaure. J'en avais fait toute une vidéo dans les analyses de séquences où, justement, j'essayais un petit peu de triturer la réalité scientifique du Dilophosaurus, donc à la limite, je peux vous renvoyer vers cette vidéo-là, pareil, lien en description, pour voir ce que j'en avais déjà raconté. Mais donc, il va y avoir tout systématiquement ce conflit sur combien on rajoute sur notre dinosaure. Et donc, plus on en rajoute, et plus c'est des hypothèses. Et donc, les paléontologues vont pousser d'un côté pour que ces hypothèses soient le plus possible soutenues par des fossiles. Et de l'autre côté, vous avez les artistes et les game designers qui vont pousser de l'autre côté pour que ce soit plus amusant. Plus joli, plus intéressant, et des couleurs plus flashy peut-être, voilà, ce genre de choses. C'est ça, parce qu'un jeu, faut que ce soit amusant. Et oui. Et c'est là où peut-être je vais te laisser la parole, Sophie, parce que là, ils viennent quand même de nous lâcher une belle meute de carnivores, tous de la même espèce, dans un seul et même enclos. Ouais, mais là, je pense que c'est plus pour la présentation, en fait. Je suis pas sûre que ce soit le gameplay qui soit comme ça. Alors, pour ce qu'on connaît aujourd'hui, il y a des carnivores qui effectivement vivent en meute. Vous connaissez les loups, vous connaissez les lions, vous connaissez ce genre de choses. Mais c'est pas le cas de tous les carnivores, il y en a beaucoup qui sont solitaires, surtout les plus grands, et généralement, ils se baladent pas avec plusieurs mâles ensemble dans un même enclos. Même chez les oiseaux d'ailleurs, même des oiseaux qui sont pas carnivores des fois, ils sont très territoriaux, et vous avez des espèces qu'il va falloir séparer. Parce que si vous les mettez ensemble, tout simplement, ils vont s'écharper. Ouais. C'est tout. Et c'est très rare que les archosaures se tolèrent les uns les autres. Il n'y a pas beaucoup d'archosaures qui vivent en groupe. Les crocodiles encore, ils arrivent à rester en groupe. Oui. Les oiseaux, il y a très peu d'espèces qui vivent en groupe réellement. Non, il y a plein d'espèces d'oiseaux qui vivent en groupe. Ah oui. Les carnivores, chez les oiseaux carnivores, chez les rapaces? Non, pas chez les rapaces. Chez les rapaces, non. T'as les bus de Harris qui effectivement ont un petit groupe familial. Où là, oui, effectivement, ils vont vivre en groupe, mais c'est pas non plus un groupe de 10 individus. Ça va faire 3, 4, 5 peut-être. Mais pas plus. Après, les faucons, les aigles, ce genre de choses, c'est en couple, et pas forcément tout le temps. Il y en a, c'est seulement pendant la saison de repos, pas tout le temps. Et des fois avec les jeunes de l'année, et puis c'est tout. Mais ça vivra pas en groupe. Donc, même des oiseaux, comme le casoar par exemple, qui sont des gros oiseaux, sont très territoriaux, et les mâles et les femelles ne se rencontrent que pour la saison de reproduction et ont des territoires très séparés. Et vous pouvez pas les mettre ensemble en dehors de la saison de reproduction, voire même des fois pendant la saison de reproduction, parce qu'ils vont simplement se taper dessus.
Vous êtes obligé de les mettre dans des enclos séparés. Donc, faut imaginer que ces trucs-là, si ça se comporte comme des oiseaux carnivores, pas forcément une bonne idée de les mettre ensemble, effectivement. Ouais. Faut bien préciser carnivore, évidemment, puisque... Oui, parce que herbivore, je pense pas que ce soit un gros problème. Ouais, chez les étourneaux, par exemple, c'est des bons gros groupes, hein. Oui, c'est pas herbivore spécialement, mais oui, c'est une bonne colonie. D'accord. Donc, continuons avec notre dilophosaure. On va voir un petit peu comment il se comporte, en fait. C'est ça qui va être plus intéressant. Comment il se déplace aussi. Bon, le déplacement, c'est le même que dans le film, hein. Bien balancé, une belle balance, avec le centre de gravité qui est situé au niveau du ventre, du coup. C'est marrant comme ils font vibrer la collerette, ça m'amuse. Voilà, ouais. Comme ça, t'as l'impression qu'ils poussent un petit cri avec, tu sais. Je suis pas sûr que les lézards à collerette fassent ça. Je crois que les lézards à collerette, c'est vraiment plaqué contre le corps, tu la vois à peine, en fait, la collerette. Oui, tu la vois. Donc elle est soutenue par les os IO, si je me rappelle bien, chez les lézards à collerette. Donc c'est les os de la gorge qui soutiennent la collerette. Ouais. Après, quand ils l'étendent, ils peuvent la faire vibrer un petit peu, mais c'est vrai que c'est pas... Là, ce qu'il y a d'intéressant, on voit les replis de la peau sont très inspirés de ceux des varans de Komodo. Voilà, les comportements, les displays. Ah bah, attends, l'autre il s'est arrêté. C'est arrêté pile au moment où il faisait un comportement intéressant, là. C'est encore un dilophosaure qui rentre ou on passe à autre chose? Non, là, le sol tremble. Ouais, on est parti sur du T-Rex. Le sol tremble, donc on est parti sur autre chose. Revenons sur justement le display. Donc alors, est-ce que du coup, on est censé comprendre que c'est tous des animaux du même sexe? Ça n'empêche pas non plus mâles et femelles. Bah, mettons que là, par exemple, mâles et femelles ont la même ornementation, ça peut arriver. Et si t'as une danse nuptiale, par exemple, tu peux avoir une sorte de display comme ça qui sera pas forcément... D'accord. Ils sont pas forcément en train de s'intimider ou quoi, ça peut simplement être pour la repro. Ça arrive souvent chez les oiseaux que mâles et femelles font la même danse? Oui, il y en a qui se répondent. Bah, regarde les guêpes, par exemple, qui se répondent. Voilà. T'as les cygnes, t'as ce genre de choses où bah tu vas avoir la même chose. C'est du face à face. Ça marche très bien. Qui d'autres? Il y en a plein. Je pensais aux albatros, à ce genre de choses, aux fous, les fous de bassin, par exemple. Normalement, c'est plus ou moins... le mâle et la femelle se ressemblent de notre point de vue, en tout cas. Il n'y a pas trop de différence. Et ils ont un display similaire. D'accord. Ok, donc ça va, en fait. Ça me dérange. Tant qu'ils s'attaquent, je sais pas s'ils vont s'attaquer derrière, en fait, c'est ça le truc. Ah. Je sais pas si là ils sont ok l'un avec l'autre ou pas du tout. Ce qui pourrait remettre en question à quel point c'était intelligent de mettre plusieurs carnivores de la même espèce dans le même enclos. Exactement. Faudrait faire un peu d'éthologie là, j'en sais rien pour le coup. Alors, le sol tremble. Bon, on est sur le T-Rex. C'est certainement du T-Rex, mais je veux juste vous rappeler que un éléphant fait le même poids qu'un T-Rex, en gros. Il fait pas trembler le sol. Ça fait pas trembler le sol. Et même quand il galope... Même deux éléphants. Enfin, quand il galope. Un éléphant, ça ne galope pas, ouais, ça marche vite. Il y a les petits qui... Mais ouais, un éléphant, ça fait pas trembler le sol et ça fait le même poids qu'un T-Rex. Donc c'est très dramatique, mais en réalité, ça marcherait pas comme ça. Mais donc... Ah, c'est bien pour l'ambiance. Bon, ça a l'air d'être un T-Rex, ouais. Donc une paire de T-Rex. Effectivement. Design Jurassic Park 1. On n'a pas du tout de rugissement Jurassic Park 1. Le rugissement, c'est très intéressant. Ouais, il n'y a pas du tout de fluff. Bon, on peut commencer par le fluff si on veut. Donc, il n'y a pas du tout de fluff, mais c'est plus ou moins ce que je voulais dire c'est le design Jurassic Park 1, du coup. Preuve de fluff chez Tyrannosaurus Rex, 0. On a une ou deux empreintes de peau de Tyrannosaurus Rex, mais il y a que les écailles. Donc c'est une peau écailleuse définitivement. On a beaucoup d'empreintes de peau des tyrannosaurinés, donc la sous-famille de tyrannosaures, des plus proches parents de tyrannosaures, les trucs genre Albertosaurus, Daspletosaurus. On en a beaucoup des empreintes de peau, toujours pas de fluff. Et pour trouver du fluff, en fait, il faut aller vers les tyrannosauroïdes, c'est-à-dire qu'il faut étendre le groupe taxonomique jusqu'à très très loin, jusqu'à des parents assez éloignés de Tyrannosaurus. Donc pour vous donner une idée, les homininés, si c'est l'équivalent des tyrannosaurinés, les hominoïdes, c'est l'équivalent des tyrannosauroïdes. Et les hominoïdes, ça inclut les orang-outans et les gibbons. Voilà, donc on est à peu près à cette distance phylogénétique-là. C'est très grossier, c'est très grossièrement expliqué, mais en gros, voilà, c'est
le premier parent de Tyrannosaurus qui avait de la plume, de la petite plume, c'est vraiment de la plume très simple, filamentaire. C'est limite du poil, du fluff, comme tu disais. C'est de la fourrure, ça ressemble à du poil. Les premiers parents de Tyrannosaurus sont aussi apparentés à Tyrannosaurus, du coup, que nous le sommes au gibbon. Donc c'est pas très très loin, mais c'est pas Tyrannosaurus. C'est pas l'espèce Rex, c'est pas le genre Tyrannosaurus, c'est même pas la sous-famille des Tyrannosaurinés, c'est même pas la famille des Tyrannosauridés, c'est encore à l'extérieur de ça. Ouais, mais c'était Eutyrannus. C'est ça, c'est Eutyrannus qui vient de Chine et qui est grand. C'est aussi ça qui a il fait à peu près 5-6 mètres de long, je crois. Bref, c'est un grand tyrannosauroïde et donc c'est la première fois qu'on s'est dit en fait, on peut être un gros tyrannosauridé et ne pas avoir des plumes. Des plumes. Donc c'était probablement une question de climat. La Chine à l'époque était relativement froide. Donc probablement les tyrannosaurus qui vivaient plus près de l'Alaska, et on sait qu'il y en avait en Amérique du Nord, pouvaient avoir, je pense, une bonne couverture de petits fluffs. Et puis ceux qui vivaient plus au sud, plus près du Mexique, du coup, eux, peut-être qu'ils en avaient jamais besoin. Ou peut-être qu'ils migraient, ou peut-être que... on peut faire plein de peut-être si on veut. Donc la question du fluff chez Tyrannosaurus, c'est-à-dire que même en admettant qu'on ait des preuves que Tyrannosaurus avait du fluff, faudrait vraiment trouver une preuve, une empreinte de peau de Tyrannosaurus venant du sud de l'Amérique qui porterait des plumes pour dire tous les Tyrannosaurus avaient des plumes. Et tout le temps. Autrement, ce serait compliqué. Donc je pense que c'est legit de faire un tyrannosaure sans fluff. Après, moi, je suis un fervent défenseur de la peau d'éléphant, à savoir, pas des écailles évidemment sur un éléphant, mais je veux dire des écailles avec des plumes entre les écailles. Des petits poils sensitifs. Oui, voilà, juste des poils sensitifs en fait, c'est ça, exactement. Donc moi je serais plus un défenseur au milieu, et du coup ce serait pas préservé sur les fossiles, sur les empreintes de peau, parce que de toute façon tu les vois pas, c'est tellement petit ce genre de truc. C'est tellement petit que ça fossilise même pas. Voilà, et puis c'est beaucoup moins coriace qu'une écaille en fait, donc ça se conserve moins aussi. Puis quand tu essaies de l'imprimer dans quelque chose, tu verras la forme de l'écaille, tu verras pas la forme du poil. Exactement. Donc mais bon, on est sur de l'opinion, on n'est plus vraiment sur de l'hypothèse. Très honnêtement. Enfin pour moi, je veux dire, à ce niveau-là, je suis sur de l'opinion. Je suis pas sûr de l'hypothèse. Oh, c'est une opinion qui se tient. Mais voilà. Mais donc oui, c'est design Jurassic Park 1 quoi. Et donc il y a le rugissement dont on ne peut plus se passer maintenant dans la saga Jurassic, puisque c'est devenu c'est devenu aussi important que le design lui-même. Ah bah ça donne un peu de corps à la bête, c'est sûr. Ça donne du corps à la bête, mais évidemment on rappelle que le rugissement c'est un truc essentiellement de lion, de félin. Et même pas de félins, justement, de panthérins. C'est des grands félins. Des grands félins. Vous prenez un guépard, il ne rugit pas. Ouais, parce que le guépard fait partie des small cats, donc des petits félins. Donc vous avez les félinés, les panthérinés au sein des félidés. Donc encore une fois, l'idée de famille. La famille des félidés, vous avez les sous-familles félinés, félidés. Félinés, c'est félinés, et les panthérinés. Les félinés, ils sont plus proches du chat domestique. Et donc ils ne rugissent pas, ils ronronnent. Et les panthérinés, ce sont plus proches des lions. Ce genre de choses, voilà. Ce sont les lions, les tigres, et les tigres, et eux, ils rugissent. Donc, en fait, même rugir, en soi, et ils ne ronronnent pas, du coup. Ils ne ronronnent pas, c'est l'un ou l'autre. Voilà, tu peux pas avoir les deux. Donc, un lion qui ronronne, vous oubliez. Exactement. Ça marche pas. Ça fait une sorte de bruit bizarre, mais c'est pas du ronron. Ça fait un bruit bizarre quand c'est notamment la femelle qui appelle les jeunes. Et puis, les petits, ils ont des petits miaou aussi, mais ils ronronnent pas. Ils ronronnent pas. Et donc le rugissement n'est même pas typique au sein des félidés. Là c'est physiologique même à ce niveau-là, puisqu'il y a vraiment une différence. On peut pas ronronner et rugir à la fois, donc il y a vraiment une différence physiologique au niveau du larynx, je pense. Même si on sait pas encore comment, d'ailleurs. Les chats ronronnent. Ouais, c'est un peu nébuleux. On a quelques pistes, mais on sait pas trop. C'est ça. Mais faut pas non plus oublier que les oiseaux de nos jours, ils font pas de rugissement. Il y en a aucun qui rugit. Et puis c'est pareil, les crocodiles, vous avez entendu un crocodile rugir? Attends, il y avait cette vidéo du crocodile qui faisait un bruit guttural très intéressant. Ça ressemble quand même pas mal à un rugissement, Non, il est en train de faire un gargouillis, là. Ouais, ça tient plus du gargouillis, on est d'accord, mais... T'as l'impression qu'il se gargarise, là, tu sais, comme quand t'as du bain de bouche. Ouais, mais bon...
Et puis c'est marrant, ces petits trucs là qui gonflent, ces petites glandes là qui se gonflent, qui sortent. Donc c'est une femelle apparemment qui a fait ce bruit-là. Et donc c'est assez intéressant, ça ressemble suffisamment à un rugissement, après tout, on pourrait... C'est vrai qu'on appelle ça un rugissement, mais on sait, c'est quand même étirer la définition du mot rugissement assez loin. Donc est-ce qu'on peut réellement appeler ça un rugissement? Non, je pense pas. Donc au final, est-ce que le T-Rex rugit? Bah non. Je vous retourne la question. Voilà. Est-ce que du coup on peut appeler ça un rugissement? Bah non. Du coup le T-Rex ne rugit pas. C'est QFD. Tu peux appeler ça un barrissement, si tu veux. C'est un gros barrissement, ouais. C'est un aboiement. Un Barry Whiteissement. Et My everything. Oui. Ah ouais, il est grand, il y a pas de problème. Bon. Donc le T-Rex Beam. Là, donc déplacement très lourd évidemment. Les bras toujours dans cette position Jurassic Parkienne. Texture de la peau Varan de Komodo avec les couleurs qu'ils leur ont données à la base. Qui inclut un léger contre-ombrage, on voit là. Et oui, du coup, ça inclut le fait que pour beaucoup d'espèces actuelles, c'est pareil, le dos est plus foncé et le ventre est beaucoup plus clair. Ouais, c'est ça, c'est le contre-ombrage. C'est ça, et c'est donc, normal. Il y a ces petites rayures, là, bon, encore une fois, on est sur de la pure spéculation, on ne sait pas quelle couleur était la peau. On peut avoir une idée pour les plumes, quand on verra des dinosaures à plumes, on en parlera. Ouais. Pyroraptor. S'il est là, on n'est pas sûr. S'il est là, peut-être qu'il y est. Attends, peut-être pas sûr. Là, en l'occurrence, j'aurais bien voulu voir un petit peu de rouge, par exemple, sur le museau, parce que le museau, on sait qu'il y a des grosses structures sur le museau des tyrannosaures, là, cette crête nasale qui était probablement utilisée à des fins de communication, sinon de parade nuptiale, mais au moins de communication. On sait que le museau des tyrannosaures, il y a toujours ces marques de dents, ils ont tous quasiment des marques de dents. Enfin non, c'est pas tous, mais je crois qu'il y a entre 50 et 70% des mâchoires de tyrannosaures qu'on connaît, de tyrannosauridés, là vraiment c'est le groupe en général, qu'on connaît, qui ont des traces de morsures. Donc leur face, c'est leur mode de communication. Ils se mordent, ils se regardent, ils se gaugent, Donc j'aurais voulu voir plus de couleurs sur le visage. Parce que vous avez ces bosses au-dessus des yeux et cette crête nasale, et on sait qu'ils communiquent comme ça. Ouais, surtout que ça aurait été intéressant, en fait, justement, s'ils communiquent comme ça, d'avoir des couleurs, vu que c'est de la peau, enfin, des écailles, là. T'as pas mal d'espèces, notamment chez les oiseaux, où la peau change de couleur en fonction de leur de ce qu'ils sont en train, s'ils sont excités, s'ils sont en train de parader un peu. Tiens, les gymnogenes par exemple, qui sont des raptors, des oiseaux de proie. Non, c'est pas des c'est pas des vautours du tout, c'est des oiseaux de proie ici, et qui ont donc la face jaune, et quand ils sont excités, elle devient complètement rouge. Voilà, donc ça c'est un gymnogene, et donc vous voyez là, la face elle est jaune, elle est un petit légèrement orangée, mais normalement c'est plus ou moins de la même couleur que les pattes qui sont toutes jaunes, et quand il est très excité, en fait, ça devient complètement rouge autour de l'œil, juste autour du bec là. Et donc c'est très intéressant, et moi je voyais bien un truc comme ça pour le T-Rex en fait, pour se dire attends, pour montrer un peu la coloration, pour montrer son état d'excitation ou pas, ou pendant la reproduction, enfin bref, ce genre de choses. Ah là, regardez, il est en train de rougir un peu. il est timide. Il a vu qu'on le filmait. Non mais regardez, là c'est vraiment en train de changer de couleur, là il est devenu orangé. Pas tant que ça, mais souvent c'est beaucoup plus rapide. Le tour de l'œil est devenu orangé. C'est ça devient un petit peu... Là il est complètement rouge de l'autre côté quasiment. Ça y est, là il est... C'est pas très rouge là encore, ça peut être vachement plus foncé. C'est juste pour qu'on... Mais c'est... Là c'est pas vraiment rouge en fait, ça peut vraiment devenir rouge sang, mais vraiment rouge sang. Et c'est assez impressionnant en fait. Donc moi je vous verrais bien un truc comme ça pour le T-Rex, tu vois, en parlant de ça. Je pense pas qu'il... Non, il passe pas au rouge dans cette vidéo-là. Non. Ouais. Puis en plus, ils ont une petite... des fois, ils relèvent un peu les plumes de la tête, ça leur fait une sorte de petite crête, là, c'est super marrant. Et là, donc, au niveau du comportement, on a un truc intéressant, du coup, c'est ils se battent flanc à flanc. Et ils se tapent la tête l'un contre l'autre, à la rigueur, ça peut marcher. Rappelez ce que mais flanc à flanc, je suis pas sûr, ouais. Bah, c'est... Considérant qu'on a un magnifique registre, le Tyrannosaurus Rex, c'est le dinosaure, c'est l'animal fossile pour lequel on a le plus gros registre fossile d'empreintes de dents, c'est-à-dire de morsures, de traces de morsures sur d'autres animaux et entre les tyrannosaures. Je pense pas qu'ils se battent en fait, là ils se poussent juste un peu, ils sont pas... Bon, il y a des problèmes de... clairement, mais c'est clairement la collision entre les animaux, là c'est pas terrible. Mais... Oui, il y a un problème. Oui.
Mais je pense pas en fait qu'ils étaient en train de se battre, ils se seraient battus avec les dents sinon. Ouais. C'est clairement leur mode de combat c'est ça, mais principal. justement, c'est ce que j'allais dire, c'est une petite occasion manquée de montrer un comportement qui est vrai, en fait, c'est que parce que ce qu'il y a de fantastique avec les empreintes de dents qu'on a sur les fossiles de tyrannosaures, c'est que du coup, on voit la direction de la morsure, puisqu'on voit l'arc de cercle dessiné par les dents sur les maxillaires et les os dentaires. Donc en fait, on voit qu'ils se faisaient face à face, et qu'ils se faisaient face. Parce que quand on se mord par le côté, en fait, ça fait pas, l'arc de cercle est dans l'autre direction, en fait. Donc là, on voit les arcs de cercle sur les mâchoires, et donc ils se faisaient face. Ils se faisaient face quand ils se battaient. C'est marrant parce que aussi, ils ont mis des traces, si tu regardes sur la peau, t'as des traces, je sais pas si c'est des traces de griffes, on dirait, vu qu'il y a 3 doigts. Des petites traces de griffes. Alors je sais pas si, je pense que c'est pas un autre T-Rex, du coup, vu que c'est à 3 doigts. C'est 3 doigts. Je crois, si c'est Rexy, si c'est la Rexy, enfin Roberta, du coup. Ouais. Canon du film. Oui, du coup, ce sont les traces raptor, c'est les traces de l'Indominus. Ah, l'Indominus, ouais. C'est les coups de griffe de l'Indominus, du coup. Si c'est la vraie, Roberta Canon du film. Ah, c'est peut-être ça. Évidemment, les dents, enfin les lèvres. Dans Jurassic Park, ils ont pris la décision complètement arbitraire, mais visuellement cohérente de ne pas mettre de lèvres sur les gros dinosaures qui sont censés réellement ressembler à des monstres et de mettre des lèvres sur les petits dinosaures qui sont censés être expressifs, donc les raptors typiquement. Ouais, comme ça ils peuvent fermer et on voit pas les dents forcément. On voit pas les dents, ça leur donne l'air moins redoutable et plus intelligent parce que ça les fait ressembler un peu à des mammifères. Du coup, et ils sont plus expressifs puisqu'ils peuvent remuer les lèvres, du coup. Oui, ils peuvent faire un peu comme les chiens, donc, en retroussant les babines ou ce genre de choses. C'est ça, on le voit très bien dans Jurassic Park 1, le raptor retrousser les babines, et ça, effectivement, ça, pour nous mammifères, on interprète immédiatement ça comme un signe de menace, le retrousser les lèvres. Ouais. Et donc, ouais, dans Jurassic Park, ils ont fait ce choix de ne pas mettre de lèvres, donc, aux gros dinosaures pour les faire plus ressembler à des monstres, parce que du coup, ils ont tout le temps les dents qui sont apparentes. Et le débat n'est jamais clos entre faut-il mettre des lèvres ou ne faut-il pas mettre de lèvres. Ça, on en avait déjà parlé plein de fois sur la chaîne. On n'a pas de preuves pour ou contre, bien au contraire. Donc on a le droit de faire à peu près ce qu'on veut. Les paléontologues préfèrent ne pas mettre de lèvres parce qu'ils aiment quand on montre les dents, parce que c'est bien les dents. Les dents, c'est ce qui nous dit tout. Les dents, c'est ça qui nous donne la sève de l'animal, c'est son régime alimentaire, c'est sa stratégie de chasse. On peut tout dire quasiment avec des dents d'animaux fossiles, qu'on ne peut pas dire avec le reste du squelette. Donc on aime montrer les dents. Et c'est pour ça qu'on les montre tout le temps, enfin, que les paléontologues insistent pour que les dinosaures soient montrés non seulement sans lèvres pour que les dents soient visibles, mais en plus en train de rugir, parce que ça montre donc ils rugissent, on est d'accord. À la gueule. Voilà, en ayant la gueule grande ouverte, en train de bâiller si vous voulez, en ayant la gueule grande ouverte, du coup ça montre les dents. Oui, puis il y a aussi le fait qu'on retrouve surtout les dents plus facilement que les os, en fait. Oui. Et maintenant, vous avez un courant paléo-artistique assez récent, depuis les années 2010, qui tend à mettre des lèvres, mais ça les fait ressembler du coup plus à des lézards qu'à des archosaures. Puisque les archosaures n'ont pas de lèvres, ni les oiseaux, ni les crocos. Donc, essayer de mettre des lèvres sur un bec, tu m'étonnes. Donc, donc c'est marrant parce que vous avez du coup cette incohérence entre on va leur mettre des plumes pour qu'ils ressemblent plus à des oiseaux, par contre on leur met des lèvres, comme ça ils ressemblent à des lézards. Bon, pourquoi pas. C'est des lézards à plumes. Voilà, c'est des lézards à plumes. Le grand Quetzalcoatl. Sachant qu'en plus il y a beaucoup de dinosaures avec des becs. Enfin, dinosaures non aviens avec des becs. Bah oui. Oui, donc ils ont pas de lèvres, en fait. C'est cela. C'est un courant paléo-artistique plus qu'un vrai courant scientifique motivé par des résultats, des données, etc. C'est vraiment un courant, c'est une mode. C'est pas pour dénigrer les paléo-artistes, c'est juste une mode, en fait, c'est juste ça. C'est une mode de représenter les dinosaures avec des lèvres. C'était le cas dans les années 70, hein. Dans les années 70, on n'avait aucun problème à représenter les dinosaures comme étant des gros lézards, donc on leur collait des lèvres comme les lézards. Mais sauf que avec le renouveau de l'hypothèse de l'origine dinosaurienne des oiseaux, on a voulu représenter les dinosaures plus comme des archosaures, plus comme des oiseaux, et les oiseaux ils ont pas de lèvres, les crocodiles ils ont pas de lèvres, leurs plus proches parents les tortues n'ont pas de lèvres. Bref, tout indique que avoir des lèvres c'était pas la mode chez les dinosaures. Tant qu'on n'a pas retrouvé des lèvres chez un dinosaure au final. Et c'est marrant parce qu'aucun des dinosaures momifiés de Chine n'a de lèvres à préserver. Ils ont des tissus mous préservés, mais il y en a aucun qui a des preuves définitives qu'il avait des lèvres ou pas. D'ailleurs. C'est pas préservé, en fait, sur les dinosaures de Chine. Je dis ça parce qu'on m'avait posé la question, et non.
Ça se voit pas. Du coup, il y a pas de preuve pour les lèvres, en fait. Il y a plus C'est des ça, preuves c'est contre juste ça, au final. oui. Et puis ça, ce que vous voyez, donc ça, c'est le muscle masséter. Voilà. Si vous vous êtes jamais demandé ce que c'était que cette membrane qu'il avait au coin de la tronche, c'est le muscle masséter, celui qui forme votre joue. Mais bon, lui, il a pas de joue parce que c'est un reptile. Et les reptiles, au sens très large, au sens sauropside du terme, n'ont généralement pas de joue. À part les hadrosaures, et les cératopsiens qui, eux, avaient des joues, par contre. Ça s'ouvre pas jusqu'au bout. En tout cas, chez le caïman. Enfin, ça s'ouvre pas jusqu'au bout. Là, ce qui est marrant, c'est que t'as vraiment l'impression que t'as vraiment la tête est en deux parties, en fait. Ouais. Et encore une fois, ils viennent de lâcher. Alors, ils ont lâché un pas ce qu'il y a tyrannosaure là-dedans. avec une autre bestiole. Cette bestiole est morte. Je sais pas qui. Si c'est une chèvre, ça marche. Sauf si c'est une chèvre. Si c'est une chèvre et que c'est le but de nourrir le tyrannosaure avec, mais là, ça a l'air d'être bipède, hein, donc ça a C'est l'air bipède, d'être. ça? On dirait un autre dinosaure. Non, c'est pas bipède. Si, c'est un autre bipède. dinosaure. Regarde ça. Et donc le tyrannosaure est déjà en train de le poursuivre. Donc là, on en revient. Animal welfare, bien-être animal. Non. Mauvais, très mauvais. Lâche-t-on une paire de tyrannosaures dans un enclos qui contient d'autres espèces? Non. Alors, j'ai pas le handbook pour les tyrannosaures, mais non. Comme ça, je te dirais non. Ça, encore une fois, c'est le côté, on va privilégier le gameplay, enfin, on va privilégier l'amusement sur le fun, sur le réalisme, en disant, bah oui, on veut des dinosaures qui se battent. Dans notre jeu. Et donc on va lâcher 2 tyrannosaures dans le même enclos, même si c'est sûr que ça va péter. Bah oui, mais c'est le but. Oui. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, c'est ça le but. Ce que vous avez dans la réalité, c'est que vous avez des mix exhibits, donc c'est des enclos mix avec plein d'espèces différentes. Vous avez par exemple pas mal de zoos qui font ce qu'on appelle la plaine africaine avec des zèbres. Des fois ils rajoutent des autruches, enfin plein d'espèces d'antilopes, etc. Et donc ça, vous pouvez les mettre ensemble, parce que c'est tous des herbivores, donc vous n'aurez pas de soucis. Par contre, si vous commencez à mettre un prédateur à l'intérieur, là, vous allez avoir des problèmes. Ça va pas très bien se passer. Et même 2 prédateurs ensemble, à moins que ce soit une espèce qui soit assez strictement monogame, et donc tu peux mettre le mâle et la femelle. Ouais. Et même encore là... Bah ça dépend en fait. Ça dépend des cycles de repro, ça dépend de comment l'espèce vit, parce qu'il y a certaines espèces qui vont vivre l'année ensemble, le mâle et la femelle, et il y a d'autres espèces qui par contre vont vivre l'année séparées et qui ne se voient que pour la repro. Prenez le cas des tigres par exemple, où la femelle et le mâle n'ont pas le même territoire, et le mâle ne vient voir la femelle que pendant la saison de repro. Ils s'accouplent, et après le mâle se barre, et c'est la femelle qui élève les petits toute seule. Donc, si vous laissez le mâle avec la femelle pendant tout ce temps-là, en fait, ça va pas forcément bien se passer. Il y a des fois où ça marche bien, et puis il y a des fois où ça se passe pas bien du tout. Donc, faut faire très gaffe. Faut bien connaître ces animaux avant de pouvoir le faire. C'est tout. Et leur cycle de repro, du coup. Ah bah là, Parasaurolophus, donc, qui est la preuve qu'il faut pas, en termes de vocalise de dinosaure, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce que Parasaurolophus, il a quand même cette espèce d'énorme corne, qui est creuse, et dont tout semble indiquer que elle servait à faire du son. Caisse de résonance. Voilà, c'était une énorme caisse de résonance, quoi. Tous les indices semblent converger vers elle servait à faire du son. Et même quand on regarde l'oreille interne de Parasaurolophus, on voit qu'elle était assez allongée, et donc elle était susceptible de capter un peu plus de gamme de son que la plupart des autres... Haute fréquence ou basse fréquence, du coup? Bah, ce serait plutôt basse fréquence, mais enfin, juste avec le moulage de l'organe de l'oreille interne, c'est difficile de dire... T'as pas les canaux... De manière générale, si t'es pas un mammifère, t'es plutôt adapté aux basses fréquences. Ça, c'est une constante biologique. Il y a que les mammifères chez qui tu vas trouver des spécialistes haute fréquence, en fait. Et les oiseaux, il y a pas des spécialistes haute fréquence chez les oiseaux? Bah... Non. Ils produisent des petits pioutes, oui. Oui. Mais ils sont pas si haute fréquence que ça. Ils sont pas super haute fréquence. Ils sont pas si haute fréquence que ça, ces petits pioutes, quoi. Non, ouais. Donc après, là, on parlerait, il y a rien qui prouve que ça aurait été des infrasons, hein. Je veux dire, après, c'est un gros animal, donc on s'attend pas à ce que ça fasse pouic. Voilà. C'est un gros animal, c'est une grosse caisse de résonance, on s'attend à ce que ça fasse un son, oui, qui soit proche du violoncelle, peut-être. Mais enfin, ça fait pas la taille d'une contrebasse, tu vois. Ouais. C'est un trombone. Un trombone, ça fait des sons basse fréquence, mais c'est pas de l'infrabasse non plus, tu vois. Non, oui, je pense que la meilleure comparaison, ce serait un trombone, tu vois. On est sur un son qui est plutôt basse fréquence
en général, mais c'est pas non plus de l'infrabasse, c'est pas un truc qui va faire vibrer, tu sais. Ceci étant dit, ce serait marrant. La tête qui vibre en même temps que le Et donc là, au moins, on a une cohérence morphologique sur la répartition des couleurs, puisqu'on a une tête qui porte une espèce d'excroissance ouais. et qui est colorée. Et qui, du coup, où les couleurs sont mises là où il y a l'excroissance, quoi. Ouais, ça semble logique. Il y a ceux qui disent qu'il aurait pu y avoir une voilure là, ce qui est intéressant, ce dont on va certainement parler quand on fera Dimetrodon et Spinosaurus, encore une fois, s'ils sont dans Ouais. cette sélection. Parce que, justement, faire l'hypothèse d'une voilure comme ça, dans le cas de Parasaurolophus, ça coule pas de source. Certains disent oui, certains disent non, et on n'a pas de preuves pour l'un ou pour l'autre. Et on n'a pas plus de preuves pour Spinosaurus, et pourtant on met systématiquement une voilure. Cherche l'erreur. Et moi je trouve ça très marrant de mettre le doigt là-dessus et d'appuyer parce que ça fait mal. C'est juste parce qu'on a l'habitude, c'est tout. Mais d'avoir mal, ah oui. Oui, c'est ça, absolument. Mais est-ce que il y aurait pas du coup des attaches pour cette sorte de voilure? Parce que bon, mettons que t'as un truc en peau comme ça qui s'attache, y a pas des insertions quelque part? Parasaurolophus, c'est pas un dinosaure qu'on connaît si bien. Il y a pas beaucoup de crânes complets. Ouais, mais justement, si tu veux mettre une voilure comme ça, t'es censé avoir un truc qui te dit qu'il y a une voilure, non? Oui, si tu trouves des belles, par exemple des beaux process sur les vertèbres cervicales, oui, là, bon, si ça, tu veux des belles mais... projections osseuses là au niveau des épines neurales, oui. Mais je crois pas qu'on ait ça pour Parasaurolophus. Parasaurolophus, c'est un dinosaure qu'on connaît excessivement mal. Il est très iconique parce qu'il a un crâne très 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 spécial. Mais est-ce que t'es obligé d'avoir des épines dorsales comme ça ou sur le cou pour avoir une voilure? Parce que tu peux juste avoir un bout de peau, hein. Oui, mais comment tu veux faire l'hypothèse raisonnable que la voilure était là sans cette preuve ostéologique? Oui, c'est compliqué, c'est ça. Parce que imagine à moins de trouver une momie, mais on n'aura pas de momie de Parasaurolophus tout de suite. On a du Edmontosaure, donc suffisamment proche et qui vivait plus ou moins au même moment. Ouais. Donc c'est pas hors de propos de dire qu'un jour peut-être on trouvera une momie de Parasaurolophus, mais pour l'instant on n'a pas. Enfin, une momie fossilisée avant qu'on me reprenne sur les termes. Oui, bah ça va sans dire, parce que quand même, c'est pas tout récent non plus. Non, mais il y en a qui confondent. Mais à la rigueur, parce que moi, plutôt que de voir des excroissances osseuses, je verrais bien aussi du cartilage, en fait. Il pourrait y avoir du cartilage, oui, pourquoi pas. Je sais pas. Mais bon, ouais, du coup, c'est la question éternelle de quelle quantité de viande on met par-dessus, et du coup, quelle quantité d'hypothèses on met par-dessus nos squelettes. Toujours pareil. Du coup, ils sont plus libres sur le design puisque Parasaurolophus c'est pas un dinosaure. Ah ouais, ils ont lâché. Ah non, en fait, ils l'ont lâché dans les mêmes enclos. Ah ouais, non là là ils sont en train de tout lâcher dans le même enclos là. Ouh, la baston finale, je veux la voir. C'était le Dilophosaure là qui était en train de prier pour sa vie avec le tyrannosaure C'est ça. Ouais, du coup, c'était bien du bipède. Ah, d'accord. Ouais, bah là donc on est bien sur un son plutôt ouais, assez profond. Assez profond, oui, pas si profond que ça au final. Ah, on voit bien le bec, là, t'as vu? Ouais, le bec est... Alors le bec était peut-être un peu plus fléchi vers l'avant, parce qu'on a retrouvé sur Edmontosaurus un bec qui était vraiment très carré, très bam, vers le bas. Ouais. Donc peut-être qu'ils étaient plus tournés vers le bas. Ce qu'il faut voir avec Parasaurolophus, c'est qu'il était probablement quadrupède quand il était pépouze, et qu'il passait en posture bipède surtout pour courir. Bah là, c'est le cas, du coup. C'est le cas... Faut voir bah, c'était pas le cas quand ils sont rentrés, tu vois, ils étaient bipèdes déjà en rentrant. Ouais, c'est vrai. Mais la texture de la peau est marrante, pas mal. La texture de la peau, je pense, a été inspirée de Edmontosaurus. Et donc là, ils ont un peu plus de degré de liberté parce que c'est pas un dinosaure très fortement canon, en fait, dans la saga. Il est là depuis Jurassic Park 3, mais tout le monde s'en fout. Et donc c'est là qu'ils étaient allés full bioluminescence, je sais pas si tu te rappelles, dans le camp Crétacé. Oui, donc est-ce que le fait d'avoir de la peau bleue, là, ça veut dire qu'elle est bioluminescente? Je sais pas. Référence au Navi, tout ça? Ouais. Donc la bioluminescence, c'est très rare chez les vertébrés. Alors par là, contre, la peau bleue, par contre, ça marche. Vous avez des oiseaux qui ont effectivement des parties de peau bleue. Ouais. Là, il y a pas de souci, on est bon. Ouais. Tant qu'il y a pas de bioluminescence, je suis d'accord. Oui. C'est rare chez les vertébrés terrestres, on va dire. Les vertébrés aquatiques, de toute façon, c'est très rare chez les terrestres, de toute façon.
Chez chez n'importe quoi terrestre. La bioluminescence, c'est un truc de bestiole aquatique. Bah non, bah t'as des trucs comme par exemple, zut, je perds mes mots aujourd'hui. Les Les lucioles. vers luisants. Ouais, les vers luisants, les lucioles. Voilà, Oui. ça, oui, on est sur de la bioluminescence terrestre. Oui, un petit peu. Donc ça marche. Bien qu'il y en ait de moins en moins d'ailleurs. On est loin du dinosaure. On est loin du... Je vois bien l'espèce d'énorme ver luisant. Là. Ok. Dreadnoughtus, donc qui est un titanosaure d'Argentine, relativement récemment découvert, puisque je crois que ça date de 2014. Et on connaît quoi de cet animal exactement? Juste un petit bout? Non, Dreadnoughtus, ça fait partie de ces rares titanosaures qui sont assez bien connus. Ah ouais. Donc là, on voit clairement que leur enclos n'est pas du tout adapté à Dreadnoughtus. Hein. Oui, mais là, ils sont en train de tout relâcher dans le même truc. Non, mais c'est-à-dire que les murs sont trop bas. Cet animal-là, je sais pas où est-ce qu'il se cachait d'ailleurs à l'intérieur. Oui, il avait la tête baissée ou bien... Leur facility n'est pas du tout adaptée. Hein. Il y a les autres qui courent à l'arrière. C'est clair. Il dû refermer la porte sur la queue d'ailleurs. Ouais. Oh bon sang. Pauvre bête. Il y avait ce fun fact que, étant donné la vitesse du système nerveux, en fait, il aurait sorti la douleur que plusieurs secondes après. C'est vrai, ça. Bah, si le système nerveux fonctionne à la même vitesse que chez tous les autres vertébrés, oui. Tu lui mords la queue, il le sent que une grosse seconde, voire deux après. Je me rappelle plus exactement le calcul. D'accord. Vous pouvez chercher assez rapidement, conduction nerveuse, la vitesse de la conduction nerveuse, multiplié par le temps, par la longueur du Dreadnoughtus. Donc le Dreadnoughtus, c'est un de ces rares titanosaures géants d'Amérique du Sud qui est connu par du très beau matériel. Toujours le gros défi avec les sauropodes, c'est de donner une biologie réaliste, parce que au final, si on ne savait pas que les sauropodes ont existé, et notamment des animaux géants comme Dreadnoughtus, là on parle d'un animal qui, au bas mot, devait faire au moins 50 tonnes, et on est monté jusqu'à des estimations à 70 tonnes. Il fait combien en long celui-là? Il a l'air énorme. La longueur, je sais pas, honnêtement. Mais ouais, sur un animal de 50 à 70 tonnes, si tu avais demandé aux gens est-ce que ça peut exister, on t'aurait répondu non. Oui. Pas en milieu terrestre. En milieu aquatique, aucun problème, mais pas en milieu terrestre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à la base, les brachiosaures, par exemple, étaient reconstitués comme étant aquatiques, parce qu'on s'imaginait pas comment ils pouvaient vivre sur Terre. Maintenant, on a des empreintes de pas qui montrent clairement qu'ils se baladaient sur la terre ferme. Donc on peut pas faire autrement que de dire bon bah si en fait. Tant pis. Mais ouais, du coup c'est un peu chaud. Les pattes sont catastrophiques. Surtout les titanosaures, enfin de manière générale les sauropodes, plus ils sont dérivés et moins ils ont de doigts. Ils ont littéralement plus de doigts, ils marchent sur ils ont plus la phalange terminale en fait. Il y a plus que le doigt numéro 1 qui sur des pattes avant qui a encore une griffe, et les autres en fait ils marchent sur les phalanges. Donc ils ont plus de griffes. La phalange qui a une griffe en fait a disparu chez les sauropodes les plus dérivés. Donc, la dernière phalange c'est la griffe normalement. Oui, la dernière phalange c'est la griffe. Donc en fait ils marchent sur ça avec juste une griffe comme ça. C'est presque du knuckle walking comme les gorilles. Sauf que les gorilles, eux, ils ont encore leur C'est ça. Donc là, ça c'est catastrophique. Ça c'est le syndrome elephant foot. Donc si c'est un gros animal, on va lui faire un pied d'éléphant. Même si on en a aucune idée de... Après, c'est mieux que de faire un pied comme pour les autres espèces. Au moins, ils ont essayé de faire un truc qui était plus ou moins plausible. Ouais, mais ça, enfin, je veux dire, ça fait longtemps qu'on sait que, je veux dire, les premiers squelettes complets de sauropodes, de manière générale, c'est super vieux. Hein. Oui, déjà à l'époque de Cope et March, ils en avaient. Hein. Donc là, c'est le syndrome éléphant foot avec des ongles. Voilà, on lui met des ongles alors qu'ils n'avaient même pas de phalanges pour avoir des ongles. Ils ont pas les phalanges qu'il faut. Donc ça, par contre, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ce qui, il me semble, n'était pas une erreur qu'ils avaient fait dans le film. Donc je suis plutôt surpris. Ah ouais? Ouais. Ouais, je sais plus. Je me rappelle, dans le film, on le voit pas beaucoup, Dreadnoughtus, et quand on le voit, il est les pieds dans l'eau. Hein?
Et pan. Oui, donc ce qui Alors donc ce que allez vous Jurassic faire Park avait fait de faire sortir. Ah ouais, il y a toute le- cette scène symbolique Voilà. magnifique dans Jurassic Park premier où on voit justement le Brachiosaurus qui sortir sort de l'eau et qui se dresse sur ses pattes arrière et voilà, et c'est magnifique. et Alan Grant qui pleure en voyant ça parce que oui, c'est tout son monde qui est en train de s'effondrer parce que dans les années 90, c'était encore surprenant de représenter un Brachiosaurus sortant de l'eau, tu vois. Oui. La dinosaure Renaissance, elle était pas encore totalement finie à l'époque. Donc là, il voit Alan Grant, lui, il faut imaginer que c'est un paléontologue qui a donc fait ses études dans les années 80. Oui, et puis il est plus vieux, donc il a eu Voilà, l'ancienne lui, version. C'est ça, il a eu la vieille version, il a été éduqué à la vieille version des dinosaures, il fait partie de la dinosaure Renaissance qui essaye de montrer que les dinosaures sont effectivement moins balourds qu'on le pensait, et il voit ce brachiosaure sortir de l'eau, il voit ces Parasaurolophus se promener en troupeau. Ah tiens, ils étaient déjà là au premier, tiens, du coup je viens de me rendre compte. Oui, du coup c'est Mais la ils étaient loin, consécration. ils étaient loin. Plus loin. Ils Et étaient c'est- loin, on les voyait pas bien. C'est la consécration du Voilà, coup, c'est ça. Et donc c'est pour ça que cette scène, elle te tire une larme. C'est parce que waouh, c'est tout ce qu'il a toujours essayé de démontrer, tout ce qu'il lui a appris s'effondre et tout ce qu'il a toujours essayé de démontrer est vrai. Et donc Il est là, waouh, juste devant lui. ça bordel, arrive là. il se déplace en troupeau. Putain, je l'ai toujours dit, putain. Et il sort de l'eau et tout. Et là, Jurassic World Il Dominion, le remis dedans. qui te prend et il te le refout dans l'eau et va te faire foutre. Donc merci le jeu vidéo de nous le montrer hors de l'eau. C'est enfin. Ouais, je pense que c'est qu'ils ont pas dû. Attends, peut-être qu'il va partir dans la flotte. Peut-être alors. qu'il part direct dans l'eau. Ouais. On sait C'est pas. pas. Mais on va voir ce qu'ils en font. Donc oui, un animal a le droit d'avoir les pieds dans l'eau, oui. Mais c'est la symbolique. C'est ce que l'image raconte. C'est ça. C'est ça. C'est le qui est principe important. du cinéma en fait. C'est ce que C'est l'image raconte. raconter avec des images. C'est le comme cinéma. quand notre T-Rex favori se fait bolosser et par le Spinosaure et par le Giganotosaure. Non. Ça raconte juste que notre T-Rex préféré est une grosse nique. Et ça Il détruit failli un sortir un symbole. propos Oui. non légal sur YouTube, mais ça nous raconte juste que C'est ça. notre tyrannosaure préféré, c'est juste une merde, et puis que rien à foutre aux Horus est plus fort que lui. Et nous, on veut pas entendre ça. Nous, on veut entendre que notre T-Rex favori, c'est le meilleur. Il y a une demande. Exactement. Donc le déplacement est bien, une patte à la fois. Tu peux pas faire plus de toute façon. Déjà Bah, pour les c'est- éléphants ouais. c'est compliqué. Déjà, les éléphants préfèrent se déplacer comme ça. Bah, je disais galoper tout à l'heure parce que j'ai plus l'habitude, mais c'est vrai qu'ils galopent pas les éléphants, ils peuvent pas. Mais Ceci dit, il y avait eu un article récemment qui suggérait que peut-être ils pouvaient aussi. Il y avait des empreintes de sauropodes je sais plus d'où c'était, d'Espagne ou de France. Je me demande si c'était pas celle de la Plagne, mais de Plagne. Mais bref, ils avaient étudié des empreintes de sauropodes et justement, ils avaient dit que surprenamment, en fait, les empreintes étaient pas complètement incohérentes avec un mode de déplacement presque lamble, donc deux pattes d'un côté, deux pattes de l'autre, comme les girafes. comme les girafes, ouais. Mm. Il me semble que ce papier disait ça, mais en tout cas, il disait que ouais, le déplacement avec une seule patte à la fois, Ouais, finalement, ça coulait pas de source. d'accord. Peut-être qu'ils étaient mieux foutus qu'on l'imagine. Ah bah, écoute, Pourquoi fallait pas. bien qu'ils survivent, hein. Par contre, se dresser sur les pattes arrière, vous oubliez. Hein. Oui. Ça, la physique, elle voudra pas. Elle en voudra absolument pas. Les pattes avant sont plus longues que les Ah bah pattes tiens, arrière. il ça, est ça parti va. sur l'amble. Regarde. Ah, là, il fait l'amble, ouais. Ah bah oui, là, vous voyez, ça, c'est l'amble. Attends, on va la remettre. L'amble, c'est quand vous avez deux jambes de chaque côté qui marchent. En fait, c'est comme s'il avait que deux pieds, mais sauf x2, en fait. C'est ça. Mais vous pouvez prendre ça à un cheval aussi, il y a des On va chevaux prendre ça à un qui... cheval. Les girafes font ça spontanément. ouais. Les éléphants, ça leur arrive de faire ça spontanément aussi. Donc là, c'est, en fait, finalement, les pattes, c'est full éléphant. Ouais, donc on parlait de rien à foutre aux Horus Rex. Ah bah le voilà. voilà. Alors, du alors, coup, oui. là où ils sont impardonnables, c'est que c'est un design Jurassic World Dominion, hein. Donc design de 2022 avec toujours les mains tournées vers l'intérieur. Toujours les mains tournées vers le bas, pardon. Toujours pas- Normalement, oui, ce toujours serait pas les vers mains tour- l'intérieur. Donc ils auraient pu au moins corriger ça sur les designs nouveaux, quoi. Giganotosaurus, donc ce qui est toujours présenté dans le film comme étant le plus grand carnivore qui ait jamais existé. On en connaît très peu, on en a pas beaucoup du matos de Giganotosaurus. C'est juste que la taille du crâne est effectivement un peu plus grande que celle de Tyrannosaurus. La forme du crâne avait déjà été critiquée, le crâne est un peu trop étroit. Mais sinon, à part ça, y a pas T'as grand un chose peu à dire. l'impression qu'en fait il s'est fait écraser.
sur les côtés. C'est ça, ouais. Il a pris une compression latérale. Mais est-ce que la mandibule qui a été retrouvée, elle était un petit peu compressée comme ça, latéralement, peut-être? Bah, le truc, c'est que les mandibules, chez ces animaux-là, elles ont des articulations internes, donc elles s'écrasent beaucoup plus facilement aussi à cause de la fossilisation. Ouais, du coup, ouais. Donc bon. Il faut peut-être prendre ça en compte. Pareil. Dans la reconstruction, derrière... Et puis, ce qui est intéressant, c'est ces lignes d'ostéoderme, là. Alors ça c'est ouais, j'avais pas vu. la sortie de nullepart.com. C'est croco.com? Croco.com, ouais. Mais là, c'est complètement croco.com, ouais. Ils ont aussi des toujours, gros sourcils. Hein. Et toujours par deux, hein. Puis apparemment, un petit pouvoir de lévitation. Alors là, on te le lâche avec Tyrannosaurus. Hein, et qui a l'air de s'en foutre totalement, d'ailleurs. Je comprends même pas que ce soit une option dans le jeu, en fait. Même si dans le jeu, tu peux pas le faire parce qu'il risque de s'entretuer, tu sais. Je veux dire, je comprends même pas que ce soit une option. Ah ouais, non, mais là, c'est full croco.com. Hein. Ouais. Ah ouais, là, ils sont partis sur... Donc là, on a rien de tout ça chez... On a rien de tout ça pour des animaux même proches de Giganotosaurus. La plus belle peau préservée qu'on a d'un grand théropode. Oh, ça c'est intéressant. Ah, t'as vu, il s'est assis, ouais. Donc la plus belle preuve de peau préservée qu'on a chez un théropode, il me semble que c'est un abélisore. J'essaie de me rappeler, d'Amérique du Sud, Carnotaurus, voilà. Ah. C'est Carnotaurus, il a effectivement, bon, Carnotaurus c'est un abélisore et il me semble qu'il a des grosses écailles sur le dos, mais elles sont pas alignées comme ça. C'est pas des trucs ronds? Ouais, c'est plus rond aussi. Ouais. C'est pas carré. Ça, carré comme ça fait full croco. Bah, ça fait vraiment grosse écaille, ouais, de croco. Et donc là, c'est intéressant parce qu'on voit... Aussi, il y a un petit? Il y a un petit ridge dessus. Ouais, aussi, bah, ça pareil, fait presque ostéoderme. Hein. C'est ça. C'est c'est complètement... Ouais. Et donc là, ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'on les voit s'asseoir. Et ça, on me demande souvent, mais comment le T-Rex, il faisait pour se relever? Ça fait partie des grands, je comprends même pas que ce soit un argument, mais bref, des grands débats sur à quoi servaient les mains de tyrannosaures, et une des idées, c'est que ça l'aidait à se relever, mais genre... Vous croyez vraiment qu'ils ont besoin de ça pour se relever? Oui, c'est ça. Ça fait longtemps que vous avez pas vu un oiseau se relever. Enfin, les oiseaux, ils ont pas de bras. Et ils se relèvent très bien tout seuls. Et il y avait une vidéo de ce chat, il y a pas longtemps, vous chercherez ça. Ah oui, avec 2 pattes arrière seulement. Qui avait que ses pattes arrière et qui se baladait du coup comme un dinosaure et puis que tu le vois s'allonger et puis tu le vois se relever et puis ça va très bien. Et pourtant il est pas spécialement fait pour, hein. Normalement c'est un quadrupède. Ouais, et contrairement à un dinosaure, ouais, lui il est pas fait pour. Il est pas du tout taillé pour faire ça, mais pourtant il y arrive très bien. Donc, et puis je veux dire tous les animaux qui ont des grandes jambes mais des petits bras, les kangourous, ils se relèvent très bien sans leurs bras en fait. Hein. Et puis vous avez vu les cuisses de la bestiole, je suis sûr qu'il y a la puissance là-dedans pour relever l'animal. Hein. Bah, oui, il y a pas de souci. Mais regardez une autruche. Ouais. Oui, exactement. Une autruche qui s'assied, qui se relève, il y a pas de souci. Il y a pas de souci, ils ont pas besoin de leurs les bras. bras, c'est juste des petits trucs qui sont résiduels et qui servent pas à grand chose à part pour la séduction ou pour la menace. Oui. Oui, non, mais on va éviter d'en parler de ça. Ouais. L'autruche qui est un autre exemple où ça change de couleur au niveau du visage quand ils sont en rut. Ce Oui, que j'aurais dû savoir. Oui, mais des pattes aussi. Et des pattes aussi. Mais ouais, donc la fonction des bras après chez Tyrannosaure, on peut en parler un petit peu. Hein. C'est la fonction des bras, bah c'est que jusqu'à preuve du contraire, ils servaient à rien. Voilà. Parce que il reste, je veux dire, il est pas le bras de T-Rex, il est pas juste ridiculeusement petit, il est aussi ridiculeusement dépourvu de ce qu'il faut en doigts quoi. Il a que 2 tout petits doigts dont on se demande à quoi ils auraient pu servir. Donc à quoi auraient pu servir ces bras? Bah probablement à rien. Et la raison pour laquelle ils sont petits comme ça, bah c'est certainement parce que d'une part ça coûte cher de produire du bras qui va servir à rien. Donc on préfère utiliser cette énergie-là pour autre chose, hein, pour produire d'autres organes qui sont beaucoup plus utiles. Et il n'y a pas de pression de sélection dessus, surtout, en plus. Et après, il y a eu cette théorie récente où, justement, ils ont proposé qu'il y aurait eu une pression de sélection contre le fait d'avoir des grands bras parce que, justement, ils essayaient de se les niaquer. Et donc là, il y aurait une pression de sélection pour perdre les bras. D'ailleurs, c'est un truc à dire aussi à propos de la posture des bras. C'est qu'on les voit toujours avec les bras qui pendent. Et ça, vous pouvez chercher dans la nature les oiseaux, comment ils tiennent leurs bras, c'est pas du tout comme ça. C'est jamais comme ça. C'est toujours près du corps. Hein. C'est replié. Replié contre le corps. Mais après, les oiseaux, c'est aussi parce que vous avez des plumes qui sont attachées à ses ailes et que du coup, si vous les repliez pas, ça va traîner par terre, c'est pas très pratique. Ouais, il y a ça. Mais donc, quand vous regardez je sais plus, c'est quel animal, c'est le pangolin qui peut aussi se déplacer bipède. Et le pangolin, quand il se déplace bipède, les bras, pouf, il les rapproche du corps et tac, 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 tac.
Bah, il les rapproche de son centre de gravité, en fait. Et c'est logique, c'est beaucoup plus logique en fait. C'est ça. Vous allez pas laisser traîner un truc comme ça? Il va pas les laisser traîner par terre, surtout qu'il a des grosses griffes, le pangolin. Donc, mais ouais, donc les bras, à chaque fois, on les voit traîner en dessous, comme ça, ballottés. D'ailleurs, ouais, sur Giganotosaurus, dans le film, c'est insupportable à regarder, parce que ça ballotte vraiment comme du blurb, tu sais. Dans le film, je trouvais ça insupportable. Tu sais, on dirait de la gelée anglaise, là. La jello. Ouais, c'est ça, mets les bras contre ton corps, quoi. Bon sang, t'as les articulations qu'il faut. Oui, encore, il aurait plus du tout, il aurait perdu les articulations. Pas, effectivement, ouais. tu te dis oui, il y a un petit moignon, on s'en fout. Mais là, c'est pas le cas. Ça fonctionne encore. C'est ça. Donc bref, mais ouais, ça servait à rien, les bras de tyrannosaure. Faut faire la paix avec cette idée-là. Ça servait à rien parce que de toute façon c'était à portée de gueule. Il y en a qui disaient que c'était pour la repro aussi, pour faire tenir le mâle sur la femelle ou je sais plus quoi. Si, il y avait eu une théorie à un moment comme ça. Oui, mais théorie qui ne tient pas parce que les dinosaures devaient normalement avoir un pénis. Oui, ça tient pas du coup. Puisque leur groupe externe, une des théories les crocodiles ont un c'est un pseudo-pénis en réalité. C'est parce que l'érection n'est pas assurée par un corps caverneux, elle est assurée par de la lymphe ou je sais pas quoi, c'est un système un peu différent. Mais donc les oiseaux les plus primitifs, entre guillemets, les canards et les autruches ont un pénis et les crocodiles ont un pénis. Oui. Donc, normalement, les dinosaures avaient un pénis, donc ils avaient pas besoin de tenir la femelle spécialement. Et puis d'ailleurs, ils ont tout ce qu'il faut pour tenir leur femelle, hein. Au passage. Je veux dire, ce serait dommage d'utiliser ces petits bras rachitiques minables alors que t'as ici le plus gros organe de préhension que la nature ait jamais mis au point, tu vois. Oui, puis on est d'accord que même chez les mammifères, il y a beaucoup de mammifères carnivores qui chopent la femelle avec les dents. Ouais, par la nuque, là. Voilà, comme ça, elle bouge pas. Et pareil chez les canards, d'ailleurs. Oui, les canards, ils essaient de la choper, ouais, ils la noient carrément. Mais ouais, les canards, c'est un peu hardcore entre l'histoire du pénis qui se déploie. Ouais, l'érection explosive, qui s'appelle ça. C'est pas un petit truc en plus, et puis le fait qu'il te chope la femelle à plusieurs pour essayer d'être le premier à la féconder. Imagine non, les T-Rex, c'est un gangbang de canards, c'est intéressant. Imagine les T-Rex, ça se reproduisait comme ça. Oh. Parce que les femelles T-Rex sont, enfin, jusqu'à preuve du contraire, encore une fois, on pense que les femelles T-Rex, c'était le morphe robuste. Oui. Et du coup, t'imagines les petits, les T-Rex mâles un peu plus petits, un peu plus graciles, qui essayent de violer une femelle T-Rex. Qui s'y mettent à plusieurs. Et qui s'y mettent à plusieurs, ouais. D'où les traces de dents, hein. Ouais, ça peut expliquer ça. Ce serait un comportement intéressant à avoir dans un film. Jamais. Jamais. Tu sais, les gamins dans la salle de cinéma. Qu'est-ce que je viens de voir? Avec la voix de David Attenborough, tu sais. And now the explosive erection of the T-Rex. Tu crois qu'Alien c'est un film d'horreur, mec? Tu crois? Oh, le pauvre. Petite pucelle. Allez, on continue l'horreur. On aurait pu faire notre arrêt sur image mieux que ça, je pense. Ouais. Et donc là, toujours, hein, le théorème du si c'est gros, on met pas de lèvres. Bah non, faut que ce soit méchant. Ah, et du coup, la dernière fois, je me suis trompé, tu vois, il y a des fois où les dinosaures ont une pupille de chat. Enfin, une pupille de serpent, en l'occurrence. Donc autant pour moi. Mais est-ce que du coup... Ouais. Honnêtement, fonctionnellement, je suis pas complètement sûr. Bah, ce qui m'inquiète, hein, ouais. Pour moi, ce serait une adaptation à un mode de chasse semi-nocturne, mais... Bah oui, moi je vois plus la pupille ronde, en fait. Mais bon, pourquoi pas. Ouais. Après, le fond de l'œil jaune, j'ai pas compris. Alors ça, c'est un truc très ancien. Un petit problème de foie, peut-être. Un petit problème d'alcool. Non, chez les oiseaux, t'as pas mal d'espèces qui ont le tour de l'œil jaune, et du coup, t'as la pupille ronde, par contre, t'es pas comme ça, mais tu peux avoir des yeux jaunes, des yeux oranges, des yeux rouges, des yeux bleus, t'as des yeux de toutes les couleurs. D'accord. Ça, c'est pas un problème. C'est assez... gros degré de liberté, du coup, sur la forme et la couleur des yeux de manière générale, quoi. Bah, la forme, non. Généralement, la pupille est ronde. Mais après... Ça, c'est un comportement intéressant. Le comportement de se rouler pour enlever les parasites, de se gratter comme ça. Ah oui, bah ça, mais par contre, dans l'herbe, ça marche pas trop. Dans l'herbe, ça marche pas. Faut essayer de le faire dans un bain de boue, à la rigueur, bah, comme les éléphants, tu vois, qui prennent des bains de boue exprès contre les parasites. Mm-hmm. Ou comme les poules, tout simplement, qui prennent des bains de terre. Ouais, de poussière C'est ça. Pour se déparasiter. D'ailleurs, encore une fois, big up au designer de cet enclos, hein, qui est donc l'environnement le plus
pas mésozoïque que tu puisses faire. Oui, parce que Une là, énorme l'herbe, plaine herbeuse. Hein, on va rajouter mettre de la le- fougère? Non. Des gymnospermes? Bon, Non, on va faire une belle pelouse. des cicasses? Non. Non, on va faire un green de golf. Ça, c'est très naturel et très mésozoïque, le green de golf. Nickel. Un gros big up designer. Alors lui qui vient de comprendre où il était et qui se dit non mais je me casse moi. Je pense que c'est des couples à chaque fois qui ramènent. Tu crois que c'est des couples à chaque fois? Parce qu'il y a aucun dimorphisme. Hein. Non, il y a pas Il de y a dimorphisme, jamais aucun dimorphisme. mais sinon, ils seraient en train de se bouffer la tronche. Mais clairement, Ouais, c'est... ou ils sont mal programmés. Hein. Je sais pas, mais à Pareil, mon le avis, sol non. qui trempe toujours. Ah, il est en train de chier? Ah non. Non, Ça aurait été il s'assied intéressant aussi. ça. Ça Il a aurait été juste décidé intéressant, qu'il allait justement. s'asseoir à côté des C'est pareil, T-Rex là, les là-bas. T-Rex, les T-Rex, ils en peuvent plus, ils veulent se barrer déjà. Ils s'attendent près de la toujours les porte. petits derrière. Les T-Rex, ils ont compris que le manger, il venait de la porte. Ça, c'est là, à chaque fois que ça s'ouvre, il y a un animal qui... Ils ont compris que le manager, il était un peu teubé, qu'il faisait rentrer les herbivores dans le même enclos que les carnivores, et que c'était par là que ça rentrait, tu sais. Parce que, même les crocos, ils savent d'où la bouffe vient, hein. Mais Ils se rappellent. Ils savent plus que ça, d'ailleurs. On pense toujours que les crocos, c'est teubé, mais non, hein. Les crocos, quand tu les nourris, ils savent à quelle heure c'est, et ils savent par où ça va arriver, hein. T'inquiète. Bah, même les poissons rouges, d'ailleurs. Bah oui. Ça, aucun problème, hein. Poisson Donc, rouge, c'est donc plus y a pas de raison intelligent que le ce qu'on T-Rex se rappellerait pas d'à quelle heure arrive la bouffe et du quotient intellectuel du manager. croit. Ils ont l'air, oh la collision. La gestion des collisions est pas terrible. Hein. Ça, oh oui. Ah oui. Ah là là. Moi, je rentre. Hein. Tiens, t'as encore les petits bras qui ballottent. Ouais, non, mais là, c'est terrible. Hein. Les bras qui ballottent, c'est... Puis tout ce qu'il veut, lui, c'est s'asseoir, et à chaque fois, l'autre, il vient de l'emmerder. Non, mais là, il ressemble tellement à un crocodile, ouais, tu vois, la rangée même de... Il ressemble... C'est vraiment aucune originalité dans le design. Ah, et puis bah maintenant, on arrête les dinosaures, donc, hein, on sort complètement. Oui, ils ont Les fait des dimétrodons. couleurs différentes, t'as vu. Ah oui, là, enfin, on voit un dimorphisme, donc. Là, Alors, je lui, sais pas, il est du bleu, coup, si lui, il est rouge. c'est mâle, femelle, ou s'ils sont amusés à faire des sous-espèces, peut-être. Peut-être que c'est des sous-espèces, peut-être que c'est mâle-femelle. On va travailler du principe que c'est mâle-femelle. Je pense, comme tu dis, à chaque fois, ils rentrent par paire, donc... Bah là, ils rentraient en groupe. Ou Ça en en fait nombre 5 pair. qui sont rentrés, là. 5, c'est pas Ouais, un sixième, cinq, ça? je C'est pas le sais pas. sixième, lui? Mais bref. Donc ouais, là, on a effectivement deux designs différents. Un design bleu, un design rouge. Le design bleu a l'air d'avoir une plus petite crête, ce qui serait cohérent avec ce qu'on sait de Dimétrodon. Il y a effectivement un morphe de Dimétrodon. Je crois que c'est grand 10, l'espèce. Parce qu'il y a plusieurs espèces de Dimétrodon, c'est ça le problème. Donc, arriver à distinguer des morphes au sein d'espèces, sachant qu'il y a déjà plusieurs espèces, c'est catastrophique. Mais bref, il me semble que c'est chez Dimétrodon grand 10 qu'on a effectivement deux morphes, un à grande crête, un à crête plus petite. Et donc, on imagine qu'il y a mâle et femelle dans le lot. Et donc Dimétrodon qui n'est pas un dinosaure, hein, c'est un synapside, et la différence se voit parce qu'ils ont là par contre ils ont bien suivi les indications des paléontologues de mettre le moins possible de peau. Là on voit très bien l'unique fosse temporale, alors que chez tous les dinosaures jusqu'à présent il y avait une fosse temporale là et une fosse temporale là. Donc là il y a une seule fosse temporale, c'est un synapside. Et donc Dimétrodon étant l'un des tout premiers représentants l'un des premiers représentants de la lignée qui va un jour donner naissance aux mammifères. Donc les synapsides. Et là, donc, ce qu'on a, c'est, et ce qui va différencier très notablement Dimétrodon des dinosaures, c'est sa posture rampante. On voit très bien. Ouais, j'aime bien la démarche, ça fait très iguane. Ouais, là c'est Là, pareil. tu vois, hein, en passant par le côté comme ça. Là, on est encore une fois full Varan de Komodo. Hein. Ah ouais. Varan de Komodo, mais encore une fois des putains d'ostéodermes, mais arrêtez de foutre des ostéodermes au pif. c'est terrible. Non, mais on t'a dit gros lézard et il s'est dit allez, je vais choper du croco. Non, c'est ça, c'est pas des grosses écailles, ça c'est vraiment, il y a une crête au milieu, c'est des ostéodermes, mais arrêtez de foutre des ostéodermes partout, parce que Dimétrodon, on a suffisamment de squelettes complets, totalement articulés, pour pouvoir dire il y a des ostéodermes. Il y a pas d'ostéodermes. Il n'y avait pas d'ostéodermes chez Dimétrodon. Les ostéodermes, c'est plutôt un truc qu'on va voir apparaître généralement chez les archosaures, le plus souvent dans la lignée des crocodiles. Ça arrive quelquefois chez les synapsides. Puis proche de nous, vous avez les tatous, par exemple. Les tatous, ils sont couverts d'ostéodermes. Oui. Je veux dire, ça arrive chez les mammifères même d'avoir des ostéodermes, je dis pas le contraire. Mais quand on a des squelettes complets et qu'il n'y a pas d'ostéodermes, on peut quand même partir du principe que tout était... Quand on a des squelettes complets articulés, on peut partir du principe que tout est préservé. Donc s'il n'y a pas d'ostéodermes, on peut pas dire juste l'absence de preuve n'est pas preuve d'absence. C'est là, on sait que tout est là déjà.
Donc si tout est là et qu'il n'y a pas d'ostéoderme, c'est qu'il n'y a pas d'ostéoderme. Point, à la ligne. Donc on reconnaît la posture rampante qui va distinguer Dimétrodon des dinosaures. Normalement, l'absence d'ostéoderme qui va le distinguer de la plupart des archosaures. Et cette grande crête dorsale, évidemment, qui est la signature de Dimétrodon, et dont on sait que c'était relié par une membrane, parce que on a découvert des crêtes de Dimétrodon qui étaient cassées et dont les épines se sont toutes ressoudées dans le même sens. Ce qui veut dire qu'en fait là, vous aviez donc les épines qui étaient tenues par une membrane, qui se sont cassées mais qui sont restées maintenues par la membrane. Et qui du coup se sont toutes ressoudées comme ça. Alors que sinon ils auraient pu se ressouder un peu. Alors que si vous cassez des épines, voilà, si vous cassez des épines qui sont pas soudées, bah il y en a qui vont juste tomber, il y en a qui vont rester accrochées mais pendouillées, une autre qui va rester mais pendouillée mais pas forcément dans la même direction. Oui, ça va être un petit peu au petit bonheur la chance, tu vas en avoir un peu dans tous les sens. Exactement. Donc là, on a une preuve ferme que Dimétrodon, il y avait une membrane qui reliait ces... Et ce que tout le monde dit souvent, c'est ah bah oui, mais il y a des petits vaisseaux sanguins dessus. Bah oui, mais les vaisseaux sanguins, ça veut juste dire qu'il y avait de la peau autour de l'épine. Ça veut pas bien qu'elle soit irriguée. Hein. Il y a un moment où... Oui, mais ça veut juste dire, il pourrait juste y avoir l'épine couverte de peau et pas de membrane. Oui. C'est donc même trouver des vaisseaux sanguins sur ces trucs, ça veut pas dire. Et d'ailleurs, les vaisseaux sanguins, ça peut aussi être de la kératine, même pas forcément de la peau. Oui. Donc, puisqu'on a ça chez les vaches, par exemple. Vous regardez les cornes des vaches. Sur les cornes, enfin sur l'os à l'intérieur de la corne, il y a des empreintes de vaisseaux sanguins. Alors qu'il n'y a pas de peau dessus, tu vois. C'est juste de la corne, c'est de la kératine. Donc bref, c'est juste pour dire ça, quoi. Ça pourrait être juste des cornes de dos. Donc ces épines, elles sont effectivement attachées, c'est les épines neuranes de la colonne vertébrale. Donc ce sont bien les vertèbres là qu'on voit sortir comme ça. C'est terrible quand même. Et là, je me demande si ils ont effectivement, par erreur, donné à Dimétrodon cette posture qu'on donne d'habitude, non pas aux pélicosaures, mais aux thérapsides. C'est-à-dire fléchi devant. Et l'arrière bien droit. Et l'arrière droit, érigé à l'arrière et fléchi à l'avant. Donc ça, j'en avais parlé dans la dernière vidéo. La dernière vidéo de 2022. Qui expliquait pourquoi on pense que les thérapsides avaient une posture fléchie devant et érigée à l'arrière. Et en réalité, chez les pélicosaures, on a l'humérus qui est tordu, donc qui indique une posture fléchie, mais on a aussi le fémur qui est tordu, donc qui indique aussi une posture fléchie à l'arrière. Et on a aussi des empreintes de pas enfin pas de Dimétrodon lui-même, mais de pélicosaures, qui montrent très bien en fait que on a les pattes de chaque côté et le corps qui traîne au milieu. Donc c'est sans équivoque. Il y a vraiment les empreintes de pieds sur le côté, l'empreinte du corps au milieu et l'empreinte de la queue derrière qui traîne. Donc c'était très proche du sol avec cette démarche reptilienne. Absolument reptilienne. Ouais. Les pélicosaures, ils sont sur la lignée des mammifères, mais si on en avait vu live, on aurait appelé ça des reptiles. Ouais. Il y a rien dans leur biologie qui aurait indiqué que c'était proche des mammifères. Il y a que le côté fausse temporale et le fait qu'ils aient une canine. Qui sépare du coup les deux... Voilà, okay. Qui indique que c'est des mammifères. Mais tout le reste, toute leur biologie, ils pondaient très probablement des œufs, même si on n'a pas d'œufs de Dimétrodon. Les monotrèmes pondent encore des œufs, donc même le fait d'être un mammifère ne garantit pas que vous ne pondez pas d'œufs. Donc ça devait pondre des œufs quasiment à coup sûr. Les griffes, c'est celles de dinosaures. La peau écailleuse, on a des preuves qu'ils avaient des écailles sur la peau. Pas des ostéodermes, mais des écailles. On a des preuves fossilisées qu'ils avaient des écailles sur la peau, c'est pélicosaures, pas les thérapsides, juste les pélicosaures. Donc bref, les pélicosaures, vous auriez vu ça, vous auriez appelé ça un reptile. Oui. Et j'aurais mis un temps fou à vous convaincre que c'était autre chose qu'un reptile. Comme là, quoi. Bah, encore aujourd'hui, hein, tu vois. Ça a pas changé. Là. Mais ouais, c'est intéressant donc d'avoir ces deux morphes, donc l'un probablement mâle, l'autre probablement femelle, je sais pas. Et il rugit, évidemment. Évidemment, le Dimétrodon rugit. Hein. Est-ce qu'on a... Ouais. Ah ouais, il s'est trompé, il a appelé ça un diapside. Il a mis un petit correctif synapside. Bon, la façon dont il se couche. Alors, là, interaction sociale. Ouais, sympa, pour une fois. Ouais, du coup, plutôt c'est intéressant. Alors du coup, là, il considère qu'ils vivaient en troupeau, vu qu'ils sont rentrés en troupeau, j'imagine. Bah, je sais pas. Ouais. Non, si, parce que les autres,
si je suis la logique du jeu, les grands carnivores, là, sont rentrés à 2, donc j'imagine mâle-femelle, et là, t'as eu ceux qui sont rentrés en troupeau, alors soit qui est en troupeau, soit en meute, pour les petits carnivores. J'imagine que c'est comme ça que le jeu les présente. Donc je pense que là, ils ont décidé que c'était un troupeau. Ah ouais. Je sais pas. Mais en tout cas, là, on a interaction sociale. Ouais. Il n'y a pas de preuve de vie en troupeau. Les empreintes qu'on a, c'est toujours des empreintes solitaires. Et c'est la seule preuve qu'on peut utiliser en faveur ou en défaveur d'une vie en troupeau. Donc jusqu'à preuve du contraire, ils étaient solitaires. Et cette petite preuve d'interaction sociale, elle est intéressante. Elle est intéressante dans la mesure où, en fait, chez les synapsides, on a de très très vieilles preuves de soins parentaux. Donc les jeunes qui restent avec les adultes. Donc on a des plus ou moins preuves d'interaction, au moins entre juvéniles et adultes. Bon, là, c'est entre mâles et femelles, si j'ai bien compris. Ça peut être un juvénile aussi. Il y a forcément des interactions entre mâles et femelles, parce qu'il fallait bien qu'ils... Hein oui. Bon, donc c'est intéressant que ce soit par un frottis de la face et pas une interaction visuelle avec cette espèce d'énorme organe qu'ils ont sur le dos qui servait certainement à ça. Oui, bah là pour le coup, je serais bien parti sur c'est irrigué avec du sang, peut y avoir un changement de coloration. Bah oui, voilà, des changements de coloration, de pattern qu'on avait vu dans le reportage de la BBC, La Terre des monstres disparus. Ouais. Donc là, moi j'aurais plus vu la première interaction que j'aurais imaginé entre un mâle et une femelle, ouais, ça aurait été une interaction visuelle, d'autant que on sait que les pélicosaures devaient avoir une vision des couleurs bien meilleure que la nôtre. Parce que la perte de la vision des couleurs, le daltonisme, c'est un truc très très mammifère. Et uniquement mammifère en réalité. Si, ils ont la même vision que celle des oiseaux, de toute façon. Ils ont la même vision que celle des oiseaux. Ouais. Effectivement, ils ont une très bonne vue. Voilà, ils ont en tout cas une même perception des couleurs que les oiseaux. Donc ils ont 4 récepteurs. Nous, on en a 3. Oui, mais donc il y en a... ils chopent les Enfin, UV nous, aussi. primates, on en a 3, mais il y en a un qui a réévolué, parce qu'en réalité, il y en a que 2 chez les mammifères. Enfin, chez les mammifères placentaires. Il y en a aussi que 2 chez les monotrèmes et chez les marsupiaux, mais c'est pas les mêmes. Ce qui montre qu'en fait, quand tu les combines... Les 2 lignées, on en a perdu un différent. Enfin, les 3 lignées, on en perdu un indépendamment, et quand tu fais le calcul, ça te donne les 4 récepteurs de l'ancêtre, qui sont les mêmes que chez les oiseaux, justement. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on sait que c'est que les mammifères qui l'ont perdu, et que c'est pas un truc plus ancien qui serait arrivé chez les pélicosaures. Donc oui, là, on a toutes les planètes s'alignent pour dire ils avaient des couleurs sur la crête, quoi. Et ils communiquaient avec ça. Et là, du coup, ils nous les font communiquer physiquement directement. Ce qui est dommage, encore une fois, c'est une occasion perdue, j'ai envie de dire. À savoir aussi que les oiseaux communiquent aussi en ouvrant ou en fermant les ailes, en montrant certaines plumes ou en cachant d'autres, et ce qui leur permet donc d'avoir des signaux différents en fonction de ce qu'ils ont envie de dire. Donc par exemple, ils pourraient tout à fait se tourner d'une certaine manière ou d'une autre pour montrer ce qu'ils ont envie de montrer, en fait. Vu que de toute façon, ils ont une vision qui est très latérale. Ouais. Puis ça rejoint du coup la question, à quoi servait cette crête? Bah cette crête, le rien à foutre de cette action était beau. Cette crête servait-elle à la thermorégulation? Elle avait certainement une... Non, pas directement, en tout cas pas dans le sens où est-ce que ça supportait un métabolisme à sang chaud ou à sang froid, parce que métaboliquement ils ont fait des simulations et la crête elle sert à rien. Enfin, elle sert pas suffisamment pour arriver à changer significativement la température. Maintenant, une crête comme ça devait avoir une prise au vent non négligeable, qui devait avoir un effet métabolique. Tu vois, ça devait être quand même un problème quand il faisait trop froid d'avoir de vent qui souffle sur cette crête. Mais donc, est-ce qu'ils vivaient dans des pays chauds du coup ou pas? Ils vivaient dans des latitudes tropicales, ouais. Du coup, c'était plus pour la régulation dans ces cas-là. À la limite, selon comment ils se mettaient au vent, ils pouvaient se refroidir éventuellement. Ouais. C'est-à-dire, Mais c'est pas pour capter la chaleur, pour le coup, pas du tout. Non, mais en fait, le problème, c'est quand on dit thermorégulation, immédiatement, les gens, chez Dimetrodon, en tout cas, et même chez Spinosaurus, si on voit Spinosaurus plus tard, donc quand on dit thermorégulation, on pense immédiatement métabolisme à sang chaud, endothermie. Et donc, si cet animal-là avait un mécanisme de thermorégulation aussi énorme que ça, c'est qu'il était à sang froid. Sauf que ça néglige complètement le fait d'avoir la crête, du coup, serait une preuve qu'il était à sang froid et qu'il s'en servait pour se réchauffer ou se refroidir en fonction de l'environnement extérieur. Sauf que le problème, c'est que déjà, Dimetrodon, c'est bien le seul à avoir ça dans sa famille, les sphénacodontidés. Oui. En dehors de lui, il y a qu'un seul autre genre, c'est Edaphosaurus, qui a aussi une crête, mais qui est pas gaulé du tout de la même façon, par contre. Donc c'est pas une homologie. C'est vraiment une évolution parallèle. Donc
voilà, il y a que 2 pélos qui se baladent au milieu des pélicosaures qui ont une crête dorsale. Pourquoi si c'est un organe aussi essentiel que ça pour la thermorégulation, pourquoi il y aurait que eux 2, tu vois? Et il y a le problème de comme j'ai dit, il y a des simulations qui ont été faites, il y a des modélisations qui ont été faites et ça marche moyen, quoi. Il y a un effet, je veux dire, on va pas dire qu'il y a pas d'effet, évidemment, vous avez une prise au vent. Oui. T'as une prise au vent gigantesque, donc, et une prise au soleil, si tu la mets face au soleil, qui est gigantesque aussi, donc évidemment qu'il y a un effet, mais ça, c'est pas significatif, ça n'aide pas tant que ça, en fait, à changer la température du corps. Oui, puis comme on disait, les lézards actuels, ceux qui se réchauffent effectivement grâce au soleil et qui ont des petites extensions en fait de peau sur les côtés pour arriver à se réchauffer, ils ont pas une crête dorsale. Ils ont, au contraire, ils s'étendent le plus possible sur le sol, bien chaud, préférablement en pierre ou en sable, un truc qui a bien chauffé au soleil. Ils s'étendent au maximum, ils s'aplatissent, et là on les voit en fait qui essaient de prendre la maximum de surface possible au sol pour avoir le maximum de rayons. Avec une crête comme ça, le problème c'est que du coup vous avez toujours qu'un seul côté qui tape au soleil, parce que l'autre, il va être à l'ombre. Donc il y a toujours qu'un seul côté du corps qui se réchauffe. C'est pas super intéressant. Il y a ce mème qui est très très drôle, que j'aime beaucoup. Voilà. Bon là, il est peut-être un petit peu exagéré, mais je sais pas. Oui, il est un peu exagéré, mais c'est le mème du Flat Fuck Friday. Ah, vous imaginez que, voilà, ça c'est un croco typique qui a effectivement envie de choper le maximum de soleil, donc c'est comme ça qu'il augmente sa surface. Il augmente sa surface, mais au moins il a une surface qui est tournée vers le soleil, mais l'autre face, elle est protégée du vent. Voilà. Alors que Dimétrodon, si vous le mettez une face au soleil, il est déjà plus là. Ouais. Si vous le mettez une face au soleil, bah l'autre face elle est à l'ombre. Hein, bah oui. Par définition. Donc là, la face qui est à l'ombre, au moins, elle est protégée. Donc là, la chaleur qui est emmagasinée de ce côté-ci va pas être perdue de l'autre côté, puisque de l'autre côté, il y a le sol. Et puis de l'autre côté, le sol a été bien chauffé par le soleil. Alors que si vous mettez ça à la verticale, bah vous avez un côté qui se réchauffe et pendant ce temps-là, l'autre qui se refroidit. C'est dommage. Donc ça marche pas dommage. Donc ouais, le Flat Fuck Friday. Vous vous en rappellerez, vous penserez à moi la prochaine. Il est bien plat celui-là. Oh. Quetzalcoatlus. On va arriver à le prononcer. Quetzalcoatlus. Ah putain. Alors là, encore une fois, le grand Manitou, le grand manager du parc a bien pensé à faire une serre suffisamment grande, évidemment, pour contenir son Quetzalcoatlus. Hein. Elle fait à peine 2 fois la taille de l'animal en question. À peine. Là, il s'est soulevé, il a touché le plafond, il est retombé direct. Et alors, ouais, l'envolée sauvage complètement magique. Hein. Là, la physique, elle a rien à voir avec ce qu'on vient de voir. Ah oui, non, la physique, là. La physique, là, elle est en train de se faire prendre comme un canard. Ah non, ouais. C'est n'importe. Là, ce qu'on voit, c'est n'importe quoi. Oh, ça peut pas voler comme ça. Ah, le changement de direction. Ah non, j'aime. Puis alors, comme ça, non. Encore, il y aura un vent, tu sais, ok. C'est ça, mais là dans un enclos fermé, une volière, non, c'est la catastrophe. C'est absolument la catastrophe. Bon sang. Oh, la mécanique. Donc ouais, le truc, il s'est envolé magique, le truc, il tient en l'air, c'est magique, là, il y a rien qui va. Un animal gigantesque comme ça, c'est un animal qui défie la physique, hein. C'est là. Faut se rendre compte qu'on a du mal à comprendre comment ce truc-là arrive à voler. Oui. Et là, il s'envole comme ça, nickel. Magique. Non, mais là... Ça, c'est des animaux, on cherche encore à comprendre comment ils volaient. Et il y en a même qui ont proposé qu'ils ne volaient pas, c'est pour dire. Il y en a qui... Je crois que c'était Mark Whitton. Ouais, mais il y a beaucoup de modèles qui disent que ce truc-là est décollé à partir d'une falaise, parce que sinon il pouvait pas décoller. Ouais, et qui devait rester en l'air le plus long de sa vie, tout le temps, parce que de toute façon, atterrir pour un truc comme ça devait être une horreur. Hein. Bah, c'est ça. Ça se faisait pas délicat comme ça. Hein. Ah non, là, il se vautre, là. La posture est chelou, là. C'est parce qu'en fait, t'as une seconde articulation comparée à... Ah ouais. Ouais. Attends. Et hop, magique. Et pan, le plafond direct. Non, là, je sais pas si vous avez vu rien. Là, le manager du parc, faut le virer, là. La volière, c'est une catastrophe. Et puis alors, toujours cet environnement bien enrichi. Enrichissement du milieu, très cher. Vas-y. Ah oui, parle-nous de comment cet environnement est magnifiquement enrichi. Ah, vache. Bon alors, je sais pas si vous le savez, mais dans les zoos modernes, vous remarquerez que dans un enclos, quel qu'il soit, il y a plusieurs zones. Il y a pas juste de la prairie.
Vous allez avoir des zones différentes, surtout en fonction de l'environnement naturel de l'animal, parce que ça va permettre d'avoir différents types d'expériences pour l'animal. Vous allez avoir par exemple effectivement un petit peu de prairie pour les espèces herbivores, vous allez avoir peut-être une petite zone un peu rocailleuse, vous allez avoir peut-être une zone avec un point d'eau, enfin bref, vous allez avoir plusieurs environnements pour que l'animal puisse avoir accès au maximum d'endroits que normalement il trouve dans son milieu naturel pour qu'il puisse avoir le maximum de comportements naturels dans son enclos. Vous lui filez un truc comme ça, c'est que de l'herbe, y a pas un rocher, il y a pas une branche, il y a pas un arbre, il y a que dalle. Et là, votre animal, il va tourner en rond assez rapidement. Il y a rien à faire là-dedans. Un enclos trop petit et complètement vide, c'est 18e siècle, quoi. Ah oui, non, mais là, c'est la ménagerie du palais, à l'époque de Louis XVIII, quoi. C'est ça. Alors, on n'est pas encore au cube en béton, heureusement, il y a de l'herbe. Louis XVI à ce niveau-là. Oui, mais vous imaginez les petites, même encore au 19e siècle, vous imaginez le zoo du jardin des plantes avec juste des petits cubes avec un sol en béton, 3 murs autour, et puis le dernier c'est une grille pour que les visiteurs puissent voir. Ça fait penser à ça. Ah ouais, là c'est allez, époque napoléonienne, on va être sympa. Vous voyez les vieux dessins de l'époque, les vieilles photos en noir et blanc des zoos de l'époque, voilà. C'est ça. Alors là, ils ont mis de l'herbe à la place du sol en béton. Ok, pas de problème, mais on fait un peu mieux maintenant. On fait un peu mieux quand même. Il y a cette idée extrêmement commune que Quetzalcoatlus était un animal qui pouvait faire le tour du monde et tout, qui est très contradictoire avec le registre fossile qui ne sort pas d'Amérique du Nord. Sachant qu'à la même époque, on a Zygopteryx en Europe. Du coup, en fait, ça semblait être plus des animaux endémiques qu'autre chose en réalité. Ils avaient pas l'air de se promener très très loin. C'est pas parce qu'on est grand qu'on va loin, forcément. Non, vous cherchez chez les oiseaux le condor des Andes, par exemple, il se balade pas beaucoup, quoi. C'est un très grand oiseau, avec de très grandes ailes, et puis il bouge pas beaucoup. Vous avez la harpie féroce, qui reste en Amérique du Sud, elle vient pas en Europe, hein, pourtant elle pourrait. C'est un voilier suffisamment grand. Voilà, alors après vous avez d'autres espèces comme les albatros qui effectivement voyagent pas mal, mais tous les grands oiseaux ne voyagent pas forcément. C'est pas logique, en fait. Grandes ailes, ça veut pas forcément dire grand voyageur, quoi. Alors que vous avez des petites espèces, par exemple, comme les sternes, qui, alors, surtout s'ils galèrent comme ça. Là, c'est pitoyable. Mais faut voir aussi, je sais pas pour la forme des ailes, si c'est effectivement ça, parce que... Et quoi? Oh, c'est quoi, ça? C'est quoi? C'est le festival du grand n'importe quoi. Oh, il y en a un tout vert! Ils nous ont sorti un perroquet! Ah ouais, là, il y en a un qui est full perroquet niveau design. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et on rugit, évidemment. Hein. Oui. Alors là, c'est du raptor, du Maïlen, mais alors lequel? Comment ils appellent ça, du coup? C'est la Non, c'est le pyroraptor, ils disent. Ah ouais, on disait qu'on allait parler couleurs. Avec les raptors, on peut maintenant on a des moyens paléontologiques d'arriver à au moins avoir une idée de ce à quoi la couleur des dinosaures à plumes ressemblait. Donc les dinosaures à plumes du Crétacé de Chine, de la fin du Jurassique et du début du Crétacé de Chine, qu'on retrouve préservés avec leurs plumes. Leurs plumes préservent aussi les mélanosomes, c'est-à-dire ce qui contient la mélanine, la couleur. En tout cas, les niveaux de marron. Les niveaux de marron allant du blanc, gris, jaune, blanc, jaune, orange, marron jusqu'à noir, et du coup si tu peux faire du noir, tu peux aussi faire du gris du coup. Ouais. Et l'iridescence. C'est parce qu'il y a deux types de mélanine en fait. Ouais. Donc, il y a deux types de mélanine et celle-là on sait les différencier. Donc il y a un type de mélanine qui va être dans les bruns roux, donc avec toutes les tonalités du jaune au brun foncé, et vous avez un autre type de mélanine qui lui va être plus dans les noirs, avec des gris, etc. Donc ça on peut faire la différence. Dans le registre fossile, c'est pas les mêmes mélanosomes en fait, donc ils ont une forme différente. Voilà. Et vous avez la forme des mélanosomes qui va aussi vous donner la capacité à faire de l'iridescence ou pas. Donc l'iridescence, c'est quand vous tournez la plume et que ça fait un peu arc-en-ciel. Ouais, mais ça va être surtout la structure en fait de la plume. Il y a un peu de forme des mélanosomes aussi, mais vous avez aussi la structure moléculaire de la plume qui va c'est la structure elle-même, c'est pas les mélanosomes, enfin c'est pas une couleur en fait, c'est juste une impression de couleur. Voilà, c'est pas le pigment, comme un arc-en-ciel. C'est comme vous regardez l'iridescence chez les pans par exemple, vous voyez le plumage du pan, il y a une grosse iridescence sur le cou, et ça c'est la structure en fait de la plume qui vous donne ça, c'est pas un pigment. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez du mal à reproduire en peinture. Ça ne marche pas. C'est comme un CD. C'est pour les dinosaures d'entre vous qui ont connu le CD. Le support CD. C'est iridescent. Voilà, un CD c'est iridescent. La surface en dessous, quand vous voyez les couleurs de l'arc-en-ciel qui bougent quand vous l'orientez, c'est de l'iridescence. C'est ça. Donc c'est la structure même du CD qui donne ça.
il y a pas de pigment à On l'intérieur. n'a pas colorié le CD pour donner ça. Donc, et on a étudié ça, et donc du coup, on a une très bonne idée de ce à quoi les droméosaures ressemblaient. Là, je crois que la quasi-totalité, sinon la totalité des droméosaures et même Archaeopteryx, donc du coup des paraviens de manière générale, ont un plumage quasi entièrement noir. Quasi. Avec des variations sur les plumes des ailes et des variations sur la tête. Il y a un peu de blanc aussi. Et sur la queue. Mais donc là, on est sur des couleurs ok. Marrona CD, bon, c'est trop clair encore, mais Marrona CD, du coup, ça reste dans les couleurs que la mélanine peut indiquer. Ça, c'est de la fantaisie. Hein. Là. Ouais, mais alors attends, parce qu'il y a des zones blanches sur le plumage aussi, qui ont été indiquées, et sur ces zones blanches, par contre, on n'est pas sûr de ce que ça aurait pu être. Ça peut tout à fait être du vert, du bleu, de ce que vous voulez. Hein. C'est vrai qu'après, il y a d'autres pigments derrière qui peuvent arriver, ou d'autres structures qui vont vous donner des couleurs différentes. C'est comment ça s'appelle, le vert? Le vert, bah t'as des trucs comme la touracoverdine par exemple, t'as ce genre de trucs. Donc ça, c'est des molécules qui se préservent pas, la touracoverdine. Donc voilà, ça, Anchiornis, ça a été un des premiers pour lesquels on a reconstitué les couleurs. Voilà, donc les zones blanches peuvent tout à fait être d'une autre couleur. Vous imaginez bien. Et puis après, les zones grises peuvent aussi être mixées avec d'autres pigments. Donc ça, c'est ce qu'on connaît, ce qu'on peut reconstituer grâce à la mélanine. Mais la mélanine étant le pigment le plus gros, en fait, c'est celui qu'on peut encore voir au niveau fossile. Les autres, vous les verrez plus, c'est trop petit. Vous n'arrivez pas à les reconstituer. Ouais. Donc c'est la touracoverdine, elle aurait pu se situer là au niveau du blanc, par exemple. Donc il aurait pu y avoir d'autres couleurs. Il y a des couleurs qui sont très très spécifiques à certains groupes d'oiseaux aussi. Donc, ouais, c'est pour ça qu'elle s'appelle la touracoverdine. Bah oui, pour les touracos. Mais du coup, tu peux avoir du rouge, du bleu, du vert à ces endroits-là, là où c'est blanc. Ouais. Mais par contre, là où c'est noir, quoi. Bah, c'est ça. Tu peux rien mettre par-dessus, en fait. C'est ça. Et la plupart des droméosaures qu'on connaît et des paraviens de manière générale pour lesquels on a regardé la couleur, ils sont tout noirs comme ça, en fait. Ouais. Avec de l'iridescence pour certains. Mais vous pouvez avoir du bleu, par exemple, qui est tout à fait vis-à-vis de la structure. Là, par contre, c'est de la structure des plumes, le bleu, par exemple, et vous auriez pu avoir du bleu à cet endroit-là qui se serait mixé avec la mélanine, ça aurait fait un bleu plus profond, plus noir. Ça aurait tout à fait marché aussi. Ouais. Donc ça, on sait pas trop. Puis après, vous avez aussi tout ce qui est relatif aux UV, parce qu'il faut se rendre compte aussi que les oiseaux, ils voient les UV, hein, c'est pas comme nous. Et il y a des marquages sur les oiseaux actuels qui permettent de différencier d'ailleurs mâles et femelles chez certaines espèces. Et il est tout à fait possible que les dinosaures, ayant certainement pu voir les UV, ils avaient aussi des marquages UV sur les plumes qui pouvaient leur permettre de signaler, de se différencier. Voilà. Donc tout ça a pu avoir une incidence sur le plumage. Mais par contre, il faut pas oublier que on a déjà des bases de mélanine, donc il y a certains de ces raptors là qui sont pas normaux, qui ont quelques problèmes de coloration. Alors ils ont fait une petite sélection déjà, je sais pas. Mais ça, tout blanc comme ça. Non, ça c'est très peu probable. Ouais. Après c'est Pyroraptor, donc dinosaure français qui a été découvert dans le Var. Généralement Pyroraptor, déjà ils ont fait un effort, ils l'ont pas fait rouge. Parce que généralement, Pyroraptor... Il y en avait pas un rouge dans le groupe, là, qui est sorti, putain? Ouais, il y en avait peut-être un rouge, mais... Tiens, là, il y en a un iridescent, là. Ah ouais, il est bien bleu. Donc, ils l'ont pas fait rouge, alors que Pyroraptor, ils le font tout le temps rouge, parce que son nom, c'est Pyro. Le feu. C'est pareil, c'est une mode au sein des paléo-artistes qui se sont mis à le représenter en rouge, et tout le monde l'a représenté en rouge après ça. Alors, la façon dont ils courent, c'est encore une fois Jurassic Park, et évidemment, ils vont se payer une tranche d'un autre dinosaure parce qu'ils ont encore lâché les vélociraptors dans un enclos avec d'autres dinosaures, y compris des proies. Les plumes, elles sont plutôt bien distribuées. Je pense que on est à peu près sur ce qu'on connaît. Hein. Vous voyez que ça ressemble à la distribution des plumes chez l'Anchiornis qu'on regardait. Après, ils lui ont fait une crête. Je sais pas si c'était vraiment. Pyroraptor, de toute façon, on en a que dalle. Alors, Pyroraptor, il est connu par pas grand-chose. Hein. Si je cherche les fossiles, on connaît pas beaucoup de fossiles de Pyroraptor. Il y a qu'un seul. De toute façon, il y a que l'holotype déjà. Et même l'holotype, il y a pas de crâne, si je me rappelle bien. Il me semble que c'est que le bassin qu'on a de Pyroraptor. Je n'ai pas écrit Pyroraptor comme il faut. Et on va écrire fossile pour voir... Moi, j'aime bien revenir toujours aux fossiles, parce que c'est ça la matière. C'est la vraie matière dont sont faits les paléontologues. Voilà, Pyroraptor, ce qu'on en connaît... Non, t'es pas un fossile encore, ça va. Pyroraptor, ce qu'on en connaît. Je vais l'afficher en plein écran, voilà. Enfin, pas en plein écran, mais vous voyez. Donc Pyroraptor, on a deux dents, des morceaux de bras, des morceaux de jambes, des petites vertèbres. Donc, oui, ils ont pris les degrés de liberté qu'ils voulaient, hein. Oui, clairement. Bon après pourquoi pas, après tout.
Donc ouais, c'est mignon, mais je trouve quand même curieux qu'il y ait autant de diversité dans une, parce que j'imagine que ça c'est une seule espèce. À moins qu'il y ait de la sélection en captivité, je vois pas comment est-ce qu'on pourrait avoir autant de morphes différents. Alors dans la nature, ça arrive que vous ayez chez les oiseaux plusieurs couleurs dans la nature. Vous avez peut-être un ou deux morphes avec un qui est beaucoup plus rare que l'autre parce que ça va être une mutation. Ça arrive chez certaines perruches, chez certains perroquets, vous allez avoir par exemple la couleur verte de base et puis de temps en temps vous allez avoir un individu qui va être bleu parce qu'il va perdre une partie des pigments. Et ça arrive, hein, c'est une mutation comme chez nous, vous pouvez avoir un albinos qui apparaît de temps en temps. Ça arrive. Mais vous allez pas avoir toutes ces couleurs, je sais pas, il y en avait au moins 5-6 différents là des morphes. C'est à moins d'avoir de la sélection en captivité derrière, là vous voyez encore un différent. Un vert cacadois. Avec un peu de bleu et de rouge et tout ça, et ça c'est pas possible. Et d'ailleurs, au niveau de la répartition des pigments, ça va pas non plus être possible parce que vous considérez qu'en fait... Cette course avec les bras en avant, ça a aucun sens. Je vais te choper! Ça a absolument aucun sens. Non, c'est juste la course de je vais te chauffer. Ouais. Mais si vous retirez un pigment à un oiseau, un des pigments, vous allez avoir toujours le même pattern en fait sur l'oiseau en question. Vous allez juste retirer un des pigments, mais il va toujours montrer les mêmes rayures, les mêmes zones avec ou sans pigment. Ça va pas être possible. Là, on est proche. Ouais, là c'est un peu plus proche déjà. Ouais. Mais là après, dans Jurassic World Dominion, on est quand même dans un monde où on a créé 2 fois des dinosaures génétiquement modifiés. Hein. Oui, c'est vrai qu'il peut y avoir de la sélection sur le plumage, après tout. Pourquoi. Ouais. Bon, donc là, les crêtes sur la tronche, c'est complètement inventé, puisqu'on n'a pas de crâne. Tout est inventé quasiment, hein, sur Pyroraptor. Même la taille est fausse, puisqu'ils sont trop grands, là, comparé aux Dimétrodons. Ils sont petits, normalement, non? Comparé à Dimétrodon. Bah oui, Pyroraptor, c'est tout petit. Parce que là, ils mettaient l'échelle tout à l'heure, c'était 10 cm, ça, ouais. Ça fait 10, 20, 30, 40, ça fait un demi-mètre de haut, ouais. Ouais, c'est tout petit. Donc là, ça fait la taille d'un chien, quoi. Alors que là, la crête de Dimétrodon, il me semble qu'elle est à 1m20, je crois, à peu près, normalement. Ouais. 1m, donc là, ouais, ils sont 2 fois trop grands, les Pyroraptors. Ouais, faudrait mettre la taille d'un chien. Une taille moyenne, tu vois. Ouais. Enfin bref, moi je fais ça. Ouais. Et donc la façon dont ils courent, avec les bras en avant, ils devraient courir comme des oiseaux, hein, avec les ailes repliées. Les ailes repliées contre le corps. En plus, eux, ils avaient le semi-lunaire, donc ils pouvaient replier. Ils pouvaient replier l'aile comme ça. Exactement comme les oiseaux. Là, je peux pas trop, mais. Bah, nous, on peut pas, on n'a pas le même semi-lunaire que les oiseaux. Non, mais normalement, ils replient vraiment l'aile contre le corps comme ça, donc, justement pour éviter que ça gêne, parce que vous imaginez bien courir avec le bras comme ça qui traîne, surtout avec toutes les plumes, mais c'est quand même pas très efficace, hein. Ça vous freine beaucoup. Imaginez courir avec les bras comme ça, plein de plumes. Non. Alors intéressant, ils avaient des comportements très individualistes. Pas en groupe du tout. Ouais, c'est bien la première fois que je vois des raptors représentés autrement que des chasseurs en meute, ouais. Bah ils les ont sortis en meute pourtant, mais ils essayaient pas d'attaquer les autres. Ou alors peut-être que c'était parce que c'était pas les vrais vélociraptors qu'on les voyait pas chasser en meute. Mais du coup c'est bien, moi j'aime. Et et paf, lui il était là en train de l'attendre pour le bouffer. Oh les collisions. Ce qui est normal. Therizinosaurus, qui a vraiment ce design Jurassic World Dominion que j'aime pas du tout. C'est juste que les Jurassic World Dominion, je sais pas pourquoi, ils ont tous l'air d'être gluants. Donc on dirait vraiment des étrons bien frais, tu sais. Poésie quand tu on les reconnaît les designs Jurassic World Dominion parce qu'ils ont vraiment cette gluance apparente, tu sais, que tu vois pas dans les designs venant. Alors là, il fait des pas de côté, ça m'a l'air assez... Il est parti pour faire un peu de passage. Hein, il a l'air complètement ivre-mort, quoi. Donc ouais, Therizinosaurus, bon, j'ai pas grand chose à dire, puisqu'il est relativement bien représenté, je trouve. Il a effectivement les plumes qui sont, il me semble, inspirées de Bepiaosaurus. En tout cas, on a des Therizinosauridae qui ont été retrouvés avec ce petit duvet plumeux, comme ça, ça va, quoi, je veux dire. Il a ces énormes griffes qui, pareil, sont un peu hors normes comparées au reste de ses proportions, et du coup, c'est pareil, on sait pas trop à quoi ça pouvait servir. Les animaux herbivores, parce que Therizinosaurus est un théropode, mais c'est un théropode herbivore. Et les animaux herbivores aujourd'hui qui ont des grandes griffes comme ça, comme les paresseux par exemple, bon bah ils utilisent leurs grandes griffes pour s'agripper aux arbres et pour attraper les branches. Et à l'occasion pour se défendre. Des grandes griffes comme ça venant d'un myrmécophage, c'est-à-dire d'un mangeur de
de fourmis, ça me surprendrait pas. Mais alors c'est vrai que chez les herbivores, ça reste un problème. Il y a les calicotères aussi qui avaient ça. C'était les chevaux gorilles avec des énormes griffes aux doigts. Et c'est pareil, on comprend pas vraiment. Bah ça ressemble à des chevaux, mais qui ont un physique de gorille. Oui, bon, on se disait qu'ils s'en servaient pour attraper les branches, pour les faire descendre. Oui, mais c'est que par analogie avec les paresseux. Oui. Puis vous avez les paresseux géants, du coup, qui ont ça ça aussi. Mais c'est purement par analogie avec les paresseux. On sait pas trop à quoi ça leur servait. Alors, vous avez encore des espèces qui ont des grandes griffes comme ça. Regardez, Et puis pour la défense, évidemment, ils devaient pouvoir mettre des baffes assez épiques. C'est ça peut servir à se défendre. Bah, comme font les casoars de nos jours, ils s'en servent pas autrement que pour la défense ou pour l'attaque des fois quand on les menace. Les griffes des pieds, pas les griffes des mains. Ouais. Mais ils ont de très longues griffes, enfin pas aussi longues que ça, mais ça fait quand même assez long pour un animal qui n'a pas besoin de chasser, quoi. C'est pas un raptor. Par contre, dans Jurassic World Dominion, on le voit qui plante les griffes dans le sol pour aller boire. Et alors ça, c'est complètement teubé quand on voit la longueur du cou. Hein. Le cou, c'était évidemment... avec son long cou qu'il allait boire, hein, comme les girafes. Il avait pas besoin d'utiliser ses griffes pour les planter dans le sol, et ça aurait probablement été une très mauvaise idée. Et voilà. Et donc il a effectivement tout relâché dans un seul enclos. C'est effectivement une possibilité, et il ne se passe rien, c'est surtout ça. Mais ils sont gentils, hein. Je sais pas ce qu'ils ont foutu dans leur zoo, mais... Non, mais je pense que c'est juste le display, c'est juste qu'ils sont là en train de montrer un peu les différents dinosaures, à mon avis, c'est pas la partie jouable. C'est fait sur le moteur du jeu, ça, hein. Ah oui, c'est dans le jeu, mais ça doit pas être la partie jouable, ça tu doit crois être juste pour montrer les différentes espèces de dinosaures, à mon avis. D'accord. Ouais. Et donc on n'a pas eu les vélociraptors. Non, ils ont mis le Pyroraptor, donc il semblerait que le Pyroraptor soit plus intéressant que le Vélociraptor maintenant, peut-être. Ouais, curieux. Bah, c'est pas grave. Donc le Vélociraptor, il me semble qu'ils ont le design de Jurassic Park, à la base. Ils ont pas changé le design, donc il y a pas grand chose de plus à en dire. Puis évidemment, ce qu'il y avait d'intéressant avec Pyroraptor, c'est que du coup, ils ne chassaient pas en meute, parce qu'on n'a pas de preuves qu'ils chassaient en meute. Faut arrêter de croire qu'on a des preuves qu'ils chassaient en meute. On a des preuves qu'ils ne chassaient pas en meute, même, en réalité, puisque on a le fameux Vélociraptor pétrifié avec le Protoceratops, et ça lui serait pas arrivé s'il avait chassé en meute le Vélociraptor. Si ce petit Vélociraptor avait eu des copains avec lui, ça lui serait pas arrivé de se faire décheniller par un Protoceratops. Donc c'est une preuve négative en fait. Donc il faut arrêter hein, avec les Vélociraptors qui chassent en meute. Maintenant ça suffit. On n'a pas de preuves. Retrouver des macabées ensemble, ça veut pas dire qu'ils ont vécu ensemble. Ça veut dire qu'ils sont au mieux morts ensemble ou que leurs cadavres ont été rassemblés par un événement post-mortem. Donc trouver des macabées ensemble, c'est pas une preuve qu'ils ont vécu ensemble. Sachant que la fossilisation se fait en plus quand vous avez des sédiments qui reviennent sur le corps rapidement après la mort. Vous imaginez bien que simplement avoir des corps qui sont charriés par une rivière, qui se mettent du coup sur la berge de la rivière, qui se font recouvrir après de sédiments, vous pouvez en avoir plusieurs comme ça. Ça veut pas dire qu'ils sont morts en même temps, ça veut juste dire qu'ils ont été charriés par la même rivière, c'est tout simplement. Donc et puis il faut aussi admirer la beauté de l'argument. C'était que donc à la base c'était la découverte, donc il y avait un squelette d'Edmontosaurus et des squelettes de Vélociraptor tout autour, mais alors pas articulés du tout. Donc déjà on n'est pas sur une scène de vie qui se serait fait pétrifier, tu vois. Ouais, donc on est bien sur du charriage. On est sur un truc où il y a eu du mouvement post-mortem, quoi. Il s'est passé des choses avant que ça fossilise. Donc déjà on a eu ce problème là et donc ça a fait dire c'est un Edmontosaurus et il s'est fait attaquer par des Vélociraptors qui chassaient en meute et du coup ça en faisait des chasseurs extraordinairement dangereux. Bah non, puisque s'ils sont morts comme ça veut dire qu'ils puaient la merde à chasser en meute. Ils sont pas très doués là. Non, ils sont pas doués là, visiblement c'est pas leur zone de confort hein, de coopérer parce que visiblement ils ont crevé. Donc c'est ça, c'est la beauté de l'argument de dire ils sont morts en chassant en meute, donc ça veut dire qu'ils vivaient en chassant en meute. Bah non, ou ça veut dire que quand ils essayaient de chasser en meute, ils crevaient comme des daubes parce que ça marche pas. Donc et puis trouver plusieurs animaux en train de manger un seul animal, ça veut pas dire quand bien même on aurait fossilisé une vraie scène de vie, tu vois, genre ils auraient été vitrifiés instantanément sur place, et on aurait tous les squelettes toujours en position et machin et tout, et bien articulés.
Bah, t'as juste plusieurs animaux qui mangent sur une seule carcasse, et ça, les crocodiles le font. Oui, bah les vautours aussi. Les vautours. Mais ils chassent pas. Et ils chassent pas. Ils chassent même pas du tout. Non, les vautours, non, parce qu'encore le croco, effectivement, il essaie de choper sa proie, mais le vautour, non. Voilà. Mais les crocos, les varans de Komodo, c'est pareil, hein. Quand il y a déjà un varan de Komodo qui mange, l'autre il vient à côté, puis tant que le premier, Il dit rien, bah il continue. tant que le premier dit rien, bah il y a d'autres varans de Komodo qui viennent. Les mouches. Mais ils en profitent, tout simplement, c'est normal. Les mouches. Bonne nouvelle. Elles viennent en meute sur sur ton sandwich, mais pourtant, elles n'ont pourtant pas coopéré Non. pour tuer ton sandwich. Et même si tu les tapais toutes d'un coup comme ça, et que du coup elles fossilisaient toutes sur place, 7 d'un coup, et ben ça voudrait pas dire qu'elles ont coopéré pour tuer le sandwich. Pour tuer le sandwich. Voilà. Ok, bon bah c'est la fin de la petite vidéo. Merci. Mais merci à toi. N'hésitez pas donc à nous faire des suggestions de jeux vidéo dont on devrait regarder les designs. Évidemment, comme j'ai dit, je suis pas vraiment dans les jeux vidéo, donc je peux pas critiquer le gameplay. Ça c'est clair. Mais par contre, les designs, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est donc de voir les animations et les comportements. Alors évidemment, ne nous mettez pas des jeux 16 bits. Hein. Ça va être... Oui, sinon ça va aller vite. Tu vas vite tourner en rond là. C'est ça. Ou donc en des carré, jeux relativement récents, évidemment. Voilà, donc n'hésitez pas à faire nos suggestions et rendez-vous le 9. Le 10. Le 10. Voilà. Ne faites pas comme moi, ne vous trompez pas, rendez-vous le 10 sur Miss Plume, l'après-midi probablement. Ouais. Ciao.